Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à Impact Podcast, le podcast qui va à la rencontre des personnalités inspirantes. Avec moi aujourd'hui, Rita Zneber, que je vous laisserai la surprise de découvrir avec moi. Mais avant toute chose, comme à l'accoutumée pour ce 5e épisode de la 2e saison d'Impact Podcast, nous commençons par un petit brise-glace. Rita, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis très contente de t'avoir avec nous aujourd'hui. Bonjour Asma et merci pour l'invitation. Je suis aussi super contente d'être avec toi aujourd'hui. Donc, comme je disais à nos auditeurs et téléspectateurs, Rita, pour commencer cet épisode, nous commençons généralement par un petit brise-glace de questions rapides que je te pose tout de suite, si tu es d'accord. Ok, let's Allez, go. c'est parti. Café ou thé? Anciennement café et reconverti au thé. D'accord. Et si tu avais un super pouvoir, ce serait lequel? Ce serait seeing through people, je dirais. Je m'en suis rendu compte il n'y a pas très longtemps. C'est de pouvoir en fait voir au-delà de ce que les gens veulent te montrer. Pas dans le mauvais sens, plutôt dans le bon sens. Parfois, beaucoup de personnes mettent une carapace dès les premières rencontres pour se montrer fort ou pour plein de raisons. Et il se trouve que la plupart des fois, bon, je me suis trompée certainement des fois, mais la Mhm. plupart des fois, j'arrivais à voir la vraie nature des personnes et je trouve que c'est incroyable comme pouvoir. Ouais, Ouais. ça Si bien au niveau c'est... perso que pro, ça m'a bien servi jusqu'ici. D'accord. Et si on devait vraiment avoir un super pouvoir, tu serais télépathe, du coup, l'extension. L'extension, est-ce que ce serait être télépathe? Est-ce que ce serait prétendre être télépathe? J'aimerais bien, Voilà, c'est j'aimerais ça. bien, C'est ça que je j'aimerais voulais. bien, Si tu devais j'aimerais bien, j'aimerais bien. être doté d'un super pouvoir, là, j'ai une Ouais, baguette magique, je te donne un ouais. super pouvoir. Tu Je veux lequel? pense, doté d'un super pouvoir, je pense capturer les moments et pouvoir les revivre à chaque instant. C'est magique, ça, Ouais. d'avoir une espèce de vidéo dans De les yeux en C'est permanence. ça en fait, à chaque fois revenir, puiser de l'énergie dans les moments qui te sont les plus chers. Voilà. Et si tu devais me dire quel animal entrepreneur tu serais? Écoute, je prendrais mon animal totem, qui Qui a est? pas mal changé sur les dernières années, mais qui est plutôt stable depuis les 4 dernières années, c'est le gorille. D'accord. C'est le gorille et en fait, je trouve que c'est un animal assez particulier parce que le gorille, quand il est tout petit, en fait, il vole d'un arbre à l'autre, et quand il devient plus mature, il ne reste que sur terre. Donc et ça me rappelle beaucoup mon parcours, en fait, où j'étais beaucoup sur, une métasphère, on va dire, très À loin de la sauter de branche en réalité, branche. voilà, sauter d'un projet à l'autre, d'un sujet à l'autre et puis ensuite se retrouver et s'ancrer, se chercher, s'ancrer et surtout, en fait, mettre du poids dans chaque pas, tu vois? De la mesure dans chaque pas et de la conscience. Donc voilà pourquoi je choisirais le gorille et c'est exactement la manière avec laquelle, j'entreprends aujourd'hui et avec laquelle j'accompagne aussi les entrepreneurs, que je suis, au quotidien. Voilà. Tu me mets à l'eau à la bouche pour la suite de l'émission, Rita, je te jure. Et alors, du coup, lève tôt ou lève tard? Couche tard et lève tard. Couche tard et lève Couche tard. tard et Couche lève tard, tard. lève tard et j'essaie de m'améliorer là-dessus. Je pense que j'ai fait Mhm. un grand travail là-dessus, sur moi-même. Mais, j'ai pris l'habitude, en fait, principalement sur la période que j'ai passée aux États-Unis Mhm. et là où je travaillais j'étudiais et je travaillais en même temps avec le Maroc et donc souvent, je dormais à 6 heures du matin et je me réveillais à midi. Donc, je Tu suis faisais des restée sur ce shifts nuit. rythme-là. Voilà, je faisais des shifts de nuit. Mais j'aimais beaucoup ce rythme parce que en fait, entre minuit et 6 heures, il se passait pas grand-chose là où j'étais et donc ça me permettait vraiment de me mettre dans une bulle là où tout le monde est en train de dormir et c'est vraiment apprécier ce moment-là où on peut réfléchir, croiser, faire pousser ses réflexions. Je trouve qu'entre minuit et 6 heures, c'est pas mal. C'est magnifique. Mais plus j'avance, plus j'essaie de quand même freiner ce rythme parce que c'est pas durable. C'est bon jusqu'à un certain âge et puis après, le corps Exactement. l'accepte beaucoup moins C'est bien. ça. Puis le corps, même l'équilibre vie personnelle, plein C'est de choses ça, qui suivent. Mais exactement. je pense que là, c'est bon. Mais alors, du coup, ponctuel ou en retard? Ça dépend de la culture où je suis. Je D'accord, tu dirais en t'adaptes. retard par rapport à l'Europe, mais ponctuel par rapport au Maroc. Donc ça va. D'accord. Hyperactive ou relax? Euh,
J'étais hyperactive et je pense que je deviens de plus en plus relax et ça vient, justement du passage vers le gorille, qui est concentré sur ses projets et qui avance avec, S'ancre. conscience et donc qui s'ancre également et ça permet d'avancer sans trop, stresser en fait, et d'être relax dans son quotidien et dans ses projets. Ouais, je vois. Voilà, Et ville ou campagne? campagne. Campagne, Ouais, campagne definitely. sans hésitation et idéalement entourée d'arbres. Idéalement, si c'est D'accord. possible, entourée d'arbres, ouais. Et du coup, livre ou film? S des 2. Mmh. Les 2 livres quand j'ai besoin de enfin, films quand j'ai besoin de me distraire et livres quand j'ai besoin de me détendre. Donc ça dépend vraiment du mood, dans lequel je suis. Ouais, je vois. Digital ou papier? Papier, papier, ouais, non, papier. C'est Désolée pour toutes impayable, les hein. boîtes, qui sont en train d'innover, c'est très bien, on vous suit, mais je pense que je serai toujours la dernière utilisatrice, bah, de tous les sujets, en tout cas où le papier est encore existant, comme les médias, le journal, la lecture, Le c'est des sujets livre, où j'ai besoin de toucher, quoi. le rapport au papier, il Le est rapport au important, papier ouais, est très important, effectivement. ouais. Solo ou en équipe? En équipe, En en équipe. équipe, ouais, ouais, en équipe, même si c'est pas forcément mon plus c'était pas forcément le plus naturel pour moi, historiquement. Je dis ça parce que j'ai dans mon si je regarde un peu mon passé, professionnel, j'ai pas eu beaucoup d'opportunités où j'étais en équipe, donc parce que j'ai entrepris très, très rapidement. J'ai eu l'occasion de travailler dans des grands groupes où on était un peu plus de 600 employés, dans des équipes, où on était une trentaine, mais pas assez longtemps, on va dire. J'ai eu plus d'expérience où j'étais solo plutôt qu'en entreprise et je pense que sur les 3 dernières années, je me suis rendu compte que j'ai envie de construire des aventures avec des équipes, en fait, et pas toute seule. Ça nous Donc ramène au gorille qui s'ancre. Ogori qui s'ancre, c'est C'est exactement ça? ça, ouais, c'est exactement ça. Risque ou prudence? Risque, mais avec conscience. Je dirais pas risque avec prudence, mais risque avec conscience. C'est-à-dire être conscient des risques qu'on prend, et ne pas les subir, parce qu'on a, envie on sent enfin, on suit son instinct, sans trop réfléchir. Donc juste être conscient que, bah, ce risque-là aura ses conséquences et les accepter avant de les prendre. Donc un risque calculé? Non, pas du tout. Non? Il peut être non calculé, c'est-à-dire je Mmh. sais que je prends cette décision sans pour autant savoir où est-ce qu'elle me mène, mais je sais que je ne sais pas où est-ce qu'elle me mène. Je Donc suis juste être conscient de voilà, je là où suis elle va me conscient mener. de Je là vois où ce elle que ne va tu veux pas dire. me mener justement. Planifié ou spontané? J Spontané. Je pense que sur, les 10 dernières années de ma vie, les meilleures, surprises que j'ai vues et que j'ai vécues sont venues de la spontanéité. Donc pour rien au monde, je changerais ça et je pense qu'il y a un adage qu'on m'a dit il y a 5 ans et qui n'a pas trop changé qui m'a beaucoup guidée dans ce que je faisais, c'est, «Embrace the unexpected journey». Donc c'est en fait vraiment vivre son quotidien sans pour autant savoir, ce qui t'attend, au détail près. Ouais, je Dire vois. mes amis savent très bien que, on peut être un samedi aujourd'hui, il est 10 heures du matin, tu me dis: «À 14 heures on part à Madrid», je te dis: «Let's go», tu Let's go. vois? Allez, «Let's do c'est it». parti. Donc en fait, c'est ça, c'est vraiment te dire que l'univers, en fait, t'envoie toujours des choses et que, bah, c'est bien de je pense que rien ne se fait au hasard et qu'il faut jump, en fait, on the next opportunity donc ouais, spontanéité à fond. Et là encore, je me doutais un peu de la réponse et là encore, je me doute un peu de la réponse, mais il faut bien que je la pose. Innovatrice ou traditionnelle? Bah, je sais pas ce que tu avais en tête, sur la réponse, mais je sais qu'à chaque fois, je te dis un peu les 2. C'est ça? Donc je dirais innovatrice forcément par, la force des choses, j'ai toujours été dans la case think out of the box comme on dit d'un point de vue pédagogique. Mais Mais je pense que je reviendrai toujours aux traditions et aux bases. Je pense que, les traditions représentent vraiment le repère de chacun et je pense que rien ne se perd, tu vois? Dans les traditions, pour revenir, rien ne se perd, tout se rien de transforme. secret, tout se Tout transforme. voilà, c'est ça et donc finalement, tu vois, tout quand on regarde les cycles de la vie ou les cycles de l'innovation, en général, on va toujours revenir vers des choses tu vois, qui se passaient il y a très longtemps. C'est le cas pour la mode, c'est le cas pour, les styles, de cinéma, c'est le cas pour les styles de musique donc je pense que le plus tôt on se rend compte que C'est c'est une mieux boucle. d'aller vers, Ça vers la fait bon, tradition voilà. et mieux on gagne du temps donc voilà, tradition avec, innovation. Innovation incrémentale, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est au exactement ça. final? Au final, ouais, c'est exact. Et pour les vacances, à la plage ou à la montagne? J'aurais dit montagne forcément, comme je suis attachée à la terre, mais je pense que quand il fait chaud, on a quand même besoin d'un peu de plage, donc à part l'été, montagne sans doute, mais sinon en été, ouais, plage quand même, nécessaire. D'accord, c'est bon à savoir. Voilà. On a fini notre petit, blitz brise-glace OK. qui va nous permettre de rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Alright. Je t'ai pas présenté, mais je sais que tu as fait un choix de parcours très atypique Ouais. et c'est tout à ton honneur, par lequel tu te distingues également. Mmh. Avant de rentrer en profondeur dans ton parcours en évitant la redondance, parce que je suppose que tu as souvent, demandé de parler de ton parcours, donc on va essayer de passer un peu rapidement sur ça. Yes. Mais par contre, moi, ce qui m'intéresse de savoir avant toute chose, Dis-moi. c'est, qui est Rita Zouhour? Yes. Bah, écoute, cette question, tu vois, est toujours difficile à Oui, bien répondre, tu vois? sûr. Parce que forcément, dans ce type de podcast, je peux pas dire ce que je fais, tu vois? Qui est Rita derrière, au-delà des caméras ou Oui, du cadre professionnel? On peut en parler après si tu veux. avec plaisir. Mais sinon, si je devais garder ma casquette, pro, on va dire, donc Rita, je suis née à Casablanca, j'ai grandi à Casablanca, j'ai 29 ans. Et j'ai, quitté le Maroc il y a à peu près 10 ans, après 2 ans de classe préparatoire, 1 an à l'ENSG Stat que j'ai adoré, avant de repasser mes concours en candidature libre et de partir à l'EM Lyon. Et puis ensuite, après l'EM Lyon, donc j'ai décidé j'ai passé 2 ans en alternance, au sein d'une entreprise, une SS2I, en tant que bras droit du CEO. Ce qui m'a permis de comprendre plein de choses, notamment sur moi, sur ma volonté et ma capacité à faire des choses avant même d'être diplômée. Donc, prendre confiance, on en parlait tout à l'heure avant le podcast, mais c'est par exemple, ouvrir de nouveaux pays. On a ouvert la Russie ensemble, les États-Unis, le Maroc. Se retrouver à recruter, des, MD locaux à l'âge de 20 ans. Ce qui te permet de te dire, en fait, que, bah, tu as pas besoin de diplôme pour faire des choses. Et donc très rapidement, juste après les 2 ans, j'ai décidé quand même de freiner un peu ce côté-là où je me concentrerai seulement sur l'aspect professionnel, en me disant que l'école de commerce, c'est fait aussi pour s'ouvrir sur d'autres opportunités, sur d'autres cultures. Donc c'est là où j'ai décidé de partir, à Shanghai, en Chine, donc à la East China University. J'y ai passé 6 mois, c'était incroyable parce que c'était très différent de ce que je pouvais voir, au Maroc ou même, dans d'autres, pays, en Europe, à différents aspects culturels, business, la relation avec, la tech, enfin sur, tous ces sujets-là. Et puis c'est là où je me suis rendu compte que, les Chinois s'intéressaient à l'Afrique et je me dis: «Tiens, bah, s'ils s'intéressent à l'Afrique, c'est qu'il y a quelque chose à faire». Et alors qu'en quittant le Maroc, je me disais: «Ben, forcément, je vais aller, aspirer à des carrières À plutôt, voilà, l'international. internationales, dans des marchés un peu plus structurés». Et bah, je me suis dit: «Non, non, bah, écoute, tu sais quoi? En finissant la Chine, il serait bien d'aller regarder ce qui se passe, en Afrique». Alors peut-être un peu loin de l'Afrique du Nord et du Maroc en particulier et descendre un peu plus, vers le bas. Donc je suis partie, au Congo, à Brazzaville. J'y ai passé aussi 6 mois chez Deloitte, pour le compte de l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, brièvement dans un projet pour mettre en place des KPI pour, les donneurs d'ordre, pour, suivre l'impact, de leurs projets liés à l'innovation, dans la santé en Afrique. Donc ça, c'est un peu le scope, qu'on avait travaillé, mais au-delà de l'aspect professionnel, L'aspect humain, l'aspect humain était juste incroyable au Congo. j'imagine, oui. C'était incroyable, incroyable. Tu marchais dans la rue, il y avait des gens qui t'invitaient à manger à leur table, des gens sont tellement chaleureux, ils sont tellement, je dirais même pas naïfs ou innocents, mais ouverts, enfants, tu vois? Un peu dans leur manière d'interagir avec toi. Donc il y avait pas mal de choses qui m'avaient beaucoup marquée, et je me rendais compte qu'on avait aussi du retard et que localement, ce qui était perçu, c'est que et ça m'a vraiment touchée, c'est que le Maroc n'est pas vraiment un pays africain, tu vois? C'est-à-dire qu'on ne partage pas les mêmes, problèmes, les mêmes réalités. Et ça, pour l'anecdote, je marchais dans la rue et donc là, je vois un donc je marche et à chaque fois que je marche dans la rue, j'entends Mundélé, tu vois?
Mundele et je me dis: «Mais ça veut dire quelque chose, ça, qui me concerne», tu vois? Ça, c'est sûr parce que dès que je Parle passe de quelque moi là. part, on parle de moi là, tu vois? Et donc un jour dans un marché, je circule et donc quelqu'un me dit: «Mundele». Bien sûr plusieurs personnes, mais la toute dernière, je l'arrête et je dis: «Attends, tu peux m'expliquer Mundele, s'il te plaît, ce que ça veut dire?» Il me dit: «La blanche». Je dis: «Mais tu rigoles, regarde, je suis brune, je suis pas blanche», tu vois? Et il me dit: «Mais si, si, tu es blanche». Je lui dis: «Mais tu sais que je suis africaine, aussi». Il dit: «Toi, africaine, d'où?» Tu vois? Je lui dis: «Maroc». Il dit: «Non, non, c'est pas l'Afrique», tu vois? Et du coup, je me suis dit: «Bah, en fait, c'est vrai que localement, la perception du Maroc, que ce soit, au Cameroun, même plus tard quand j'ai visité d'autres pays, au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, c'est vrai que la perception du Maroc reste quand même, assez intéressante dans l'image, et l'imaginaire, des d'autres pays africains. Ça fait plaisir, mais je pense que ça veut aussi dire qu'il faut qu'on puisse, avancer tous ensemble, avec la même vitesse, tu vois? Et qu'on puisse pas en fait qu'il y ait pas 2 vitesses justement dans l'évolution de ces pays-là. Donc brièvement, juste après le Congo, donc je décide de me dire: «OK, on a vu ce qui se passe en Afrique», enfin en Afrique, c'est trop dire de se dire qu'avec les 6 mois passés au Congo, je peux me prétendre, dire que j'ai vu ce qui se passe en Afrique, Un mais petit sneak au peek. moins un petit voilà, un petit sneak peek. Et donc là, j'ai l'opportunité de partir, aux États-Unis, donc à UC Berkeley. Parce que j'avais, lancé une aventure entrepreneuriale et donc, à l'EM Lyon, ils avaient choisi 5 étudiants pour partir dans ce programme-là. Donc sur les 5, ils avaient choisi ceux qui avaient, justement cette fibre entrepreneuriale. Donc je suis partie, et donc j'y ai passé, 1 an, et en étant là-bas, l'idée c'était de vraiment enfin, c'est là où j'ai, je pense, touché du doigt le venture capital, où j'ai découvert le VC. J'ai fait un fellowship localement. J'avais des profs qui avaient géré des fonds et fait des exits et des IPO, depuis early stage dans leur startup. Donc c'était vraiment dans le dire apprendre dans le voilà, sur le tas, c'est exactement ça. Et donc en parallèle, j'avais rencontré, mon associée qui, elle aussi voulait lancer son fonds et donc on a décidé de lancer l'aventure, alors que j'étais aux États-Unis et elle, au Maroc. Et donc c'était apprendre, justement, le matin et puis le soir entre minuit et 6 heures appliquer et mettre en place la thèse pour le fonds et commencer à dénicher les premières startups, commencer à échanger avec les premiers entrepreneurs et c'est là où, 1 an après, on a fait notre premier investissement, dans une, première boîte en logistique. Aujourd'hui, on en a 7 et l'aventure, prend aussi Commence à prendre ouais, forme. va commencer à prendre depuis maintenant 3 ans et demi, mais je pense que là, elle est elle est bien ancrée et sur le bon chemin. Alors justement, là, tu sur ma prochaine question, Désolée, Rita. Non, non, désolée, il y a pas de désolée. souci, au contraire, c'est bien, ça veut dire qu'on est en synergie, c'est une Yes. bonne chose. En fait, justement, ma prochaine question, c'était de savoir, tu as décidé de te lancer dans un projet Mmh mh. entrepreneurial assez atypique, Ouais, complètement. une entreprise, qui va investir dans d'autres entreprises, Mmh mh. notamment des startups. Et justement, tu me parles de ton associé, de tenter de se catcher, entre, 6 heures et entre minuit et 6 heures du matin, de 1 an pour, faire votre premier investissement. Mais moi, je veux des détails croustillants. Moi, je veux savoir comment tu as fait ce grand saut? Comment tu es passé de étudiante, salariée, Ouais. entrepreneur dans d'autres projets plutôt Mmh. classiques, Ouais. à te dire: «Non, je vais être investisseur et je veux investir dans des startups et je vais faire Yes. ça avec une associée». C'est une très bonne question et il y a plusieurs questions dans ta question C'est et je ça, pense oui, il y en a plein. que, quand on est passé par là, on voit très bien les axes que tu veux adresser, tu vois? Mais sinon, si tu m'avais posé la question il y a quelques années, j'aurais pas forcément vu les nuances que tu veux apporter dans ta question et peut-être que je vais d'abord commencer par, rappeler les aventures entrepreneuriales, par lesquelles j'étais J'ai fait passée, semblant de te oui, je poser sais. une question, mais en fait, il y en a Je plein sais, dedans. tu vas me laisser parler 5 minutes et j'aurai l'impression d'avoir monopolisé la Non, non, parole. vas-y, au contraire, c'est un plaisir de t'entendre, Rita. Alors du coup, donc en étant donc en Chine, donc j'ai Mmh. parlé tout à l'heure de mon passage en Chine, j'étais active sur LinkedIn. D'ailleurs, pour l'anecdote, en fait, mon premier travail où j'étais, justement où j'avais commencé mon alternance, en tant que bras droit du CEO, donc il me dit: «OK, qu'est-ce que tu sais faire?» Je lui dis: «Écoute, tout ce que tu veux, je saurais apprendre et je le ferai», tu vois? Il dit: «OK, on peut commencer d'abord par mon compte LinkedIn. Est-ce que tu peux me gérer mon compte LinkedIn?» Je dis: «Ouais, ça peut être, ouais, Ouais, c c'est pourquoi pas, jouable. why not?» Mais sauf que j'avais pas LinkedIn. J'avais moi-même pas LinkedIn, et c'était en 2017, je pense j'avais 19 ans ou un peu plus, je sais plus.
Mais en tout cas, voilà, j'avais pas de compte LinkedIn, donc il me dit: «Mais comment tu veux gérer mon LinkedIn sans avoir, toi-même un compte LinkedIn?» Donc j'y vais, je crée, j'ajoute plein de personnes jusqu'à dépasser les 500 personnes, tu vois? Je dis: «Bah, c'est bon, tiens, regarde, j'ai un compte LinkedIn, je peux te gérer le tien». Il me dit: «OK, tu peux y aller». Et donc tout ça pour revenir sur le fait que depuis, donc je suis devenue active sur LinkedIn, je publiais souvent, j'interagissais, je commentais, je parlais avec des gens. Et d'ailleurs, je pense que cette prise d'initiative m'a beaucoup aidée parce que je parlais avec des gens qui, à l'époque, et tu vois, étaient CEO de grandes entreprises aujourd'hui au Maroc ou même dans d'autres pays, qui acceptaient de me recevoir dans leur bureau alors que j'étais encore jeune, acceptaient de me voir poser leurs questions et qui aujourd'hui sont mes meilleurs mentors, par exemple. Et donc pour moi, C'est c'est un une retour vraie voilà, d'ascenseur? c'est un vrai cadeau de la vie, d'avoir en fait, justement été ouverte à l'idée d'écrire à ces personnes-là. Et donc entre autres, je vois quelqu'un qui publie, qui met un post sur lequel, j'avais plein de feedback à faire sur la forme et le fond. Donc je lui écris, je dis: «Bonjour, nin nin. Voilà, je trouve qu'il y a ça, ça, ça que tu pourrais peut-être, changer dans ton post». Il me dit: «Super, merci beaucoup pour tes retours. Est-ce que ça te dit d'être, ma cofondatrice?» Bah, je dis, écoute, j'avais quoi, 21 ans, je pense. Je dis: «Ouais, c'est trop cool, quelqu'un m'écrit pour me dire, est-ce que tu veux être ma cofondatrice?» sur un projet où j'ai rien à perdre à part d'abord, bien sûr, de voir si le projet me plaît parce qu'il faut qu'il y ait un minimum ça. Mais pour te dire qu'à l'époque, tu vois, j'avais pas forcément ce recul de me dire: «OK, est-ce qu'on s'entend? Est-ce qu'on a la même vision du business? Est-ce que, on a les bons moyens, les bonnes ressources pour pouvoir avancer sur ce projet?» Tu vois? Donc plein de choses, qui bien sûr aujourd'hui sont importantes, dans le choix, que je fais avant de rejoindre une aventure. Mais à l'époque, c'était pas forcément le cas et c'est venu de là, bien sûr, ces apprentissages. Donc ça, c'était ma première aventure entrepreneuriale où l'objectif, c'était de mettre en relation des artisans du monde rural avec, le client final. Donc tu peux t'imaginer que c'est assez opérationnel, parce que Marrakech, tu connais bien, c'est Ouais. là où on a commencé. Alors ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a quand même eu une communauté incroyable de 3 000 artisans, Ah et ouais. on se faisait approcher par le ministère du tourisme, par plein d'acteurs qui étaient sérieux, qui voulaient justement, interagir pour qu'on soit en fait Web. ce canal unique en fait de communication avec les artisans. Mais par contre, ce qui était compliqué, c'est comment harmoniser justement, les produits, faire en sorte que l'artisan soit conscient du temps et de la qualité et de la justement cette industrialisation des commandes. Typiquement, on avait des commandes de tapis. Ah, il y a un client qui veut 30 tapis pour, on avait un client qui voulait 30 tapis pour la fête des femmes. Et en fait, avec des mesures claires et l'artisan, il te dit: «Écoute, c'est 2 centimètres de différence, c'est pas grave». Toi, tu Non, lui dis: «Non, non, c'est pas non, possible, non, c'est c'est pas comme grave. ça que ça se passe, c'est grave». Et tu peux pas lui dire: «Je te rends ton tapis» parce que quand même, tu sais qu'il a travaillé dessus, mais il est têtu, tu lui expliques. Mais il est quand même têtu. Il sait qu'il est pas qu'il fi si Que que ce c'est qu'il pas ce fait qu'il n'est faut. pas forcément aligné, mais il sait aussi que tu vas pas le lui rendre. Il Donc teste les c'était limites jusqu'au bout. c'est exactement ça. Donc c'était un peu compliqué d'un point de vue opérationnel, mais en même temps, c'était super chouette parce que c'est moi qui m'occupais de la formation des artisans, du fait de créer justement cette communauté. On avait chaque dimanche, un live un live pour parler du douar, par exemple, dans lequel, étaient produits justement tous les produits d'un même artisan, auquel participait justement toute sa Tout le communauté, tu village vois? et Tout cetera, un oui. village qui vivait sur la base de ces produits-là. Donc c'était une chouette aventure qui a duré 3 ans quand même, et donc sur ces 3 ans, à un moment donné, on se rendait compte que d'un point de vue business, ça ne pouvait pas continuer. On a participé à pas mal de programmes d'incubation, et donc d'où le recul que j'ai aujourd'hui justement sur certains programmes et sur, la qualité de certains contenus qui sont parfois trop, similaires alors qu'on a besoin d'aller sur un design plutôt par besoin et par type d'entrepreneur et par industrie aussi. Ça m'a aussi permis de comprendre le gap qui existait entre, justement ces structures et les fonds de venture capital ou les acteurs, qui donnaient des subventions, pour pas les nommer. Et alors que quand j'étais entrepreneur, je me disais: «Mais les fonds, ils comprennent pas ce que les entrepreneurs veulent, ils viennent pas avec des choses, concrètes».
Ils pensent en fait, ils voient pas forcément l'impact qu'on va faire derrière. Mais finalement, tu te rends compte qu'un fonds de venture capital, bah, c'est une société de gestion qui gère de l'argent, privé ou public, mais sur lequel il a une responsabilité personnelle, que ce soit au niveau de comment ces fonds sont déployés ou de, la qualité justement des boîtes, qui sont sélectionnées et de la performance aussi financière. Parce qu'il faut pas l'oublier qu'à la fin de la journée, c'est un peu ça qui permet aussi de réavoir la confiance des investisseurs et de pouvoir remettre dans l'écosystème. Donc ça, c'était pour revenir sur la première aventure entrepreneuriale. Puis la deuxième où je me suis dit: «OK, là, j'étais dans une aventure où j'étais avec, 3 cofondateurs». On était 4 cofondateurs au début, avec des visions qui étaient complètement différentes du business. Je vais tenter de suivre une aventure où je vais être toute seule pour, aller jusqu'au bout de mes idées et en fait, bah, quand j'ai envie de faire quelque chose, de prendre une décision, je la prends sans pour autant avoir à convaincre tout le monde et voir où est-ce que ça m'emmènerait. Donc je teste ça, je monte pendant covid, une boîte qui permet de mettre en relation les, tuteurs et les parents. J'ai vu un canal s'ouvrir, petite sœur toujours qui a aujourd'hui 14 ans, qui à l'époque avait 9-10 ans. La veille je ne sais pas si tu as des cousins, des petits cousins en 2021, la veille de la rentrée en septembre, ils avaient annoncé que, les écoles n'allaient pas enfin que c on allait continuer sur du remote, donc pas de présentiel. Donc ma petite sœur vient chez moi, elle me dit: «Mais comment je vais faire moi pour suivre mes cours sur Zoom? C'est compliqué, les devoirs», enfin plein d'inquiétudes qui s'installaient. Je me dis: «Mais attends, cette petite-là, en fait, son besoin, j'imagine que enfin, Il y a plein d'autres de gens enfants comme elle. doivent être, terrifiés à l'idée de travailler tout seuls et en plus les parents doivent être aussi encore doublement terrifiés parce que c'est des classes qui sont quand même importantes. Le CP, le CE1, c'est des classes où on a quand même les bases et donc on n'a pas envie qu'il y ait un mauvais départ, pour son enfant, et du coup, on serait prêt à payer pour pouvoir, leur permettre d'être assistés par des tuteurs, pas forcément professionnels, donc on s'attend pas forcément à que ce soit un prof. Ce qui a beaucoup facilité La mise en la relation. mise en relation, parce que j'avais aussi de l'autre côté des tutrices qui étaient soit en école de médecine, en école de commerce, qui elles aussi étaient, à Arrondir les distance, fins de mois. mais qui étaient aussi à distance, mais qui forcément cherchaient un job étudiant. On n'avait pas beaucoup de plateformes de job étudiant au Maroc, donc c'était un point de départ. Alors je me lance. Premier réflexe, je vais voir mon père. Je lui dis: «Papa, écoute, j'ai ce projet, qu'est-ce que tu en penses?» Il dit: «Écoute, mais toi, tu as toujours des projets, si tu veux, reviens chez moi demain avec un truc plus concret, tu vois? Action A, B, C, voilà ce que tu vas faire, comme ça je t'écoute, parce que voilà, parce qu'à force, tu vois, franchement, j'ai plus forcément la bande passante pour écouter tous tes projets». Je dis: «OK papa, t'inquiète». Donc je me rappelle dans la cuisine et je commence à réfléchir go to market, classique, tu vois? A, B, il y a un besoin, je vais aller chercher 2 parents, 2-3 parents qui sont dans les alentours et je vais chercher mes 2 premières tutrices, donc je leur écris sur WhatsApp, c'est des copines. J'écris à 2-3 parents, c'est aussi des amis de la famille, parce que je sais qu'ils ont des enfants en bas âge et ça a marché. J'ai une OK. niche, j'ai une cible, j'ai un produit, j'ai un Voilà, maintenant service. reste plus qu'à valider au fur et à mesure le pricing, tu Go vois? to Donc j'y market. vais, le go to market, le pricing, j'adapte, j'ajuste. Les parents, ils aiment bien me voir, sur la première séance, je fais la mise en relation, puis ensuite des fois, des feedbacks sur les tenues des tutrices, donc je mets en place un règlement et en fait j'ajuste, en parallèle. Voilà, j'itère. Chaque jour était une nouvelle itération et je faisais tout sur Notion, donc rien de plus compliqué. Un Notion où les parents avaient le planning et les dispos des profs, avec la vidéo du tuteur où il se présente, donc tu peux quand même, voir, qui vient chez ton fils. Puis petit à petit, ça s'est développé en, bah, j'ai besoin que mon fils soit un peu plus, puisse, faire des activités à la maison, donc de la peinture, de la musique, Plus de du développement théâtre, personnel, artistique, et tout ça. j'étais vraiment impressionnée par caring en fait étaient les parents. Certains, tu vois, ils me disaient: «Moi, je sens que mon fils, il est bon il est Manuel? très manuel et donc j'aimerais bien qu'il développe ses capacités en robotique, par exemple. Est-ce que tu peux me trouver une étudiante qui est enfin, qui étudie ça, tu vois? Et qu'elle puisse venir à la maison lui donner des cours». Donc je faisais ces mises en relation particulières sur des sujets, bien sûr, qui coûtaient un peu plus cher, forcément parce que c'est à la Personnalisé? demande, voilà. Et puis surtout, ça m'a permis en fait, je me suis rendu compte très rapidement que la cible, en fait, sur le réseau que j'arrivais à cibler, c'était plutôt des parents premium. Et donc, on était sur des paniers moyens de 1 000 € par mois, sur du tutoring, qui se faisait en parallèle des cours, quoi. Donc je me suis dit: «OK, super». Let's go.
let's go. Donc j'ai développé ça, c'était super, c'était top et j'avais même des business angels qui voulaient, intégrer le projet. C'est là où je me suis arrêtée, je me suis dit: «Est-ce que c'est ce que tu as envie de faire?» tu vois? Est-ce que tu veux passer les 5 à 10 prochaines années à développer ce projet, tu vois? Et la réponse était non. Non parce que, hem, en fait, en parallèle de ce projet, je faisais encore d'autres choses et je me rappelle justement que l'une des personnes que j'ai rencontrées dans ma vie qui m'a beaucoup, impactée, m'avait dit, «Ce qui fait que tu n'arrives pas encore à être focus sur un seul projet, c'est que tu n'as pas encore trouvé ce projet big enough for you, en fait, pour prendre toute ton attention et qui mériterait ton attention», tu vois? Et donc j'ai décidé de me dire, Introspection? c'est pas forcément voilà, introspection, voilà. Est-ce que c'est ce que j'ai envie de développer? La réponse est non et surtout que je n'allais plus être seule dans l'aventure. Donc l'idée, c'était de voilà, il y avait des investisseurs, j'allais être responsable quand même de c'est un engagement, sur le long terme et donc je me suis dit: «Non». Et du coup, j'ai, donné en fait le portefeuille client parce que j'avais aussi une responsabilité vis-à-vis de mes clients, à une autre boîte qui a continué à gérer justement avec les parents et je me suis concentrée sur autre chose. Donc là, arrive un autre associé qui me remet dans l'artisanat, donc là, via la troisième boîte, qui est pas du tout une start-up, mais une PME. Donc ça, c'est classique avec des conteneurs. On produisait avec, une marque, enfin, entre autres, on avait, Alinéa. Mmh. Donc c'est un des plus gros distributeurs, en France, sur, l'immobilier et donc on produisait une gamme entière pour eux, sur du fait main. Donc c'était, très terre à terre, gestion des artisans, gestion des commandes, suivi, vraiment, il y a pas plus terrain que ça. Franchement, il y a pas plus terrain que ça. On a pris un atelier qu'on a aménagé à Marrakech. Comment on appelle la zone, Sidi Rhane, voilà, merci, voilà. On a pris un atelier qu'on a aménagé, on a internalisé la production, donc c'était quand même quelque chose. Et puis là encore, j'ai décidé de step back, de l'aventure parce que, comme c'était un domaine assez opérationnel et que j'étais pas forcément dans le day to day, on s'est rendu compte avec mon associé qu'il y avait beaucoup de vols sur le terrain. Donc les artisans, enfin la personne qui était sur le terrain, on en a même, eu plusieurs, tu vois? Qui facturaient avec un prix, mais que finalement, c'était un prix qui était complètement différent. On s'y attendait un peu, mais on s'attendait pas à ce que À la ce la marge gap-là. soit qu'il y ait un gap aussi important et donc à un moment, on s'est dit: «On va reconvertir», donc on a reconverti l'activité en autre chose. Donc je suis encore dans cette aventure, mais pas de manière opérationnelle. Et puis ensuite vint mon associé Slma, on a décidé de lancer le fonds et là, c'était une belle alchimie parce que je pense que après toutes ces aventures-là, je me suis rendu compte que trouver le bon associé, c'est pas simple. Donc à l'époque, j'avais d'autres opportunités. En fait, tu sais, quand tu t'ouvres à l'univers, il y a plein de choses qui arrivent et donc j'avais l'opportunité de lancer, le fonds avec, 2 autres acteurs. Mais je trouvais qu'avec Slma, il y avait quelque chose de particulier dans le la com enfin, on était assez complémentaires, que ce soit en termes d'âge. Alors Slma, elle est assez senior, 20 ans en banque d'affaires, très, rationnelle, elle travaille sur pas mal de transactions au Maroc, donc vraiment l'aspect, plus ancré que moi à l'époque et je pense que l'ancrage que j'ai eu aujourd'hui, c'est beaucoup, À son a beaucoup contact. puisé, tu vois, de son énergie et inversement, tu vois, mon énergie qui était un peu plus, Spontané? ouverte, Plus alors fluide? spontanée, plus fluide, plus, pas de barrière de réflexion, tu vois? On pouvait, rêver et s'ouvrir à de nouveaux horizons, s'ouvrir à l'impossible, en fait. Se dire que, bah, finalement, ce qu'on a envie de concrétiser, on a juste besoin de le visualiser et on va le faire dans quelques années. Donc c'était une belle rencontre qui a été faite par le fruit du hasard. Encore une fois, c'était vraiment suivre, mon instinct parce que sur la même semaine, beaucoup de personnes me disaient: «Faut que tu rencontres Slima, faut que tu» des personnes complètement différentes. Donc j'ai dit: «OK, bah, je vais rencontrer Slima» et donc voilà, bah, effectivement, quand ça s'est fait naturellement. Vous vous êtes trouvés, quoi. On s'est trouvés, c'est exactement ça. C'est Je ça. dis toujours, c'est comme le yin et le yang. C'est je Vraiment, Tu c'est m'enlèves le mot de la bouche. c'est vraiment ça, c'est le yin et le yang et je trouve que voilà, c'est une associée, que je changerais pour rien au monde. C'est Voilà. magnifique ça. Yes, yes. Je souhaite c'est la meilleure chose qu'on pourrait souhaiter à quelqu'un, c'est de trouver cet associé qui et c'est pas évident, oui.
C'est pas du tout évident, mais je pense que c'est venu justement de ces différentes expériences que j'ai eu tu vois, j'ai eu la chance de vivre un peu tôt dans ma vie, qui m'ont permis justement d'être sélective intuitivement, on va dire, tu vois. C'est-à-dire que tu as un muscle, tu vois, dans ta tête qui te dit, ok, ça c'est bon, ça c'est pas bon, les valeurs, est-ce que c'est aligné, est-ce que ça te va, est-ce que vous avez la même vision, les bonnes questions, tu vois. Et une fois que c'est fait, ben, c'est fait, tu vois? Voilà, c'est ça. Et alors du coup, Rita, tu rencontres ton associé, vous vous trouvez, vous êtes le yin et le yang, on vient de le dire, et vous décidez, de faire quelque chose d'assez incroyable, c'est-à-dire de créer un fonds d'investissement. Alors là, je te vois en face de moi, tu es magnifique, super, bonne dynamique et tout ça, mais tu m'excuseras, hein, Vas-y, je t'en prie. c'est pas forcément l'image qu'on se fait d'un fonds d'investissement. Tu vois ce que je veux dire? Quand on entend JC, on voit quelqu'un d'un peu guindé, qui, check les KPI avec de grosses lunettes, costard cravate, et cetera, et là, vous rompez j'ai perdu le mot, mais vous cassez toutes les dynamiques en faisant, des choses, différemment. Exactement. Alors déjà en soi, c'est une forme d'innovation. Mais je suppose qu'il n'y a pas que ça, que même dans la dynamique et l'énergie avec laquelle vous gérez votre fonds d'investissement, il doit y avoir, quelque chose, et c'est de ça que j'aimerais bien que tu me parles, Rita. Alors, alors si je dis ça en me voyant, je pense que tu aurais complété l'image en voyant Slima aussi, Oui, je me hein. doute. J'ai dessiné l'image de C'est la banquière d'affaires, sérieuse, qui a travaillé sur plusieurs transactions. Mais Slima est aussi DJ, elle est aussi super sportive, elle avait justement fini son Ironman, half Ironman, je pense, il y a 3 ans de cela. Donc on est assez complémentaires et je pense que ça fait partie des choses que je disais tout à l'heure sur l'alignement des valeurs et sur le fait d'accepter de faire les choses différemment et faire les choses autrement, mais surtout les faire, comme on les sent, tu vois? Je pense que c'est hyper important en fait, d'être aligné, tu vois? Et cet alignement, moi, je le check, chaque jour, tu vois? Dans mon quotidien, toutes mes décisions. Je me dis: «Est-ce que ce que je suis en train de faire maintenant, est-ce que j'ai quelque chose, enfin, instinctivement, qui me fait dire que je ne suis pas en train de prendre la bonne décision ou je ne suis pas en train de le faire de la bonne manière, tu vois? Et ça s'impacte effectivement sur tout le process de décision de nos investissements. Alors bien sûr, chaque fonds a sa scorecard, on va dire, pour décider si oui ou non, on a envie d'investir dans un projet. Typiquement, on va avoir, la taille du marché, la qualité des entrepreneurs, le produit, est-ce qu'il est prêt ou pas, la compétition, est-ce qu'il y a un unfair advantage ou pas. Pour nous, en fait, sur cette scorecard, 60 du poids total est sur l'entrepreneur, tu vois? Et donc typiquement, ce qui veut aussi dire qu'on doit pas trop se tromper sur ce point-là, tu vois? Parce que si on dit que, OK, c'est la super équipe, avec une complémentarité, avec un CEO qui sait tenir la vision, un COO qui sait l'exécuter et en fait, on a le bon duo pour avancer, heu, on peut pas découvrir après 1 an après notre investissement que finalement les 2 s'entendaient pas, que, ils avaient en fait, je sais pas, des dettes, entre eux ou des sujets qu'on n'aurait pas vus en fait, sur le papier. Et pour dépasser justement ce papier, et ça je le fais et je le faisais même instinctivement, C'est au ton tout super début de pouvoir. C'est ce que tu nous disais tout alors, à l'heure, de c'est un seeing peu through lié, c'est people. un peu lié, c'est un peu lié, c'est un peu lié. Mais je pense que c'est aussi prendre le temps de rencontrer les entrepreneurs dans un cadre hors, professionnel. C'est-à-dire Mmh. que souvent, je ne vais pas rencontrer, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas professionnel dans les échanges, mais souvent, quand je vais rencontrer, des entrepreneurs, dont le projet nous intéresse, je vais quand même essayer de créer ce lien qui va au-delà de l'aspect, business. Et ça ne veut pas dire que je suis en train de mentir dans mes intentions ou dans la relation, mais ça veut juste dire que je sais que l'entrepreneur a aussi envie d'avoir à ses côtés un investisseur Qui le qui connaît, qui le soit, valorise. voilà, qui le connaisse et avec qui il est à l'aise de dire, bah, je suis pas bien aujourd'hui, j'ai des problèmes avec mes cofondateurs ou j'ai des problèmes avec mes employés, je sais pas quoi faire là, je stresse, j'ai peur, tu vois, j'ai des problèmes familiaux. Enfin, pour moi, c'est important d'avoir ce behind the scenes en fait qui permet aussi d'apporter
beaucoup d'empathie dans la relation, de C'est pouvoir l'humain être là. derrière le porteur du projet. C'est l'humain, mais c'est clairement ça. Et c'est dans ça qu'on. J'aime pas dire qu'on investit, même si c'est vrai que c'est mon métier à la fin de la journée, parce que du coup, ça voudrait aussi dire que mes relations avec mes différentes boîtes du portefeuille, qu'elles soient à travers Calice ou à travers d'autres aventures, ça ne veut pas dire ça, en fait. Ça ne veut pas dire que la relation n'est pas vraie. Encore une fois, ça veut juste dire que au contraire, elle est plus vraie quand on la construit comme ça. À la fin de la journée, l'entrepreneur sait que je reste l'investisseur, mais il me le dit, tu vois, il me dit, écoute, là maintenant je vais te parler, mais j'ai pas besoin que tu portes ta casquette d'investisseur, j'ai besoin que tu portes ta casquette amie, une personne avec laquelle je peux parler de ce sujet. Et là, en fait, je le fais vraiment, tu vois. Donc, mais ça me permet aussi de mesurer, de pouvoir contextualiser, de pouvoir défendre auprès d'autres co-investisseurs quand il le faut, de pouvoir prendre des positions fortes auprès de l'entrepreneur parce que j'ai peut-être plus de contexte, et de surtout pouvoir en fait, être à jour sur les différents sujets. Donc, aujourd'hui, la plupart des boîtes, alors pas toutes, parce qu'il faut savoir aussi respecter chaque entrepreneur et à quel point il a besoin de toi ou à quel point il a aussi envie de te faire confiance et d'ouvrir ses portes. Mais quand c'est le cas, en fait, parfois, je peux être dans les différents groupes opérationnels, tu vois, qui me permettent d'avoir une visibilité 360 sur où est-ce que ça bloque, est-ce que les différents directeurs sont efficaces ou pas, est-ce qu'on peut les... Enfin voilà, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, vraiment être super proactif dans la relation. Voilà. Donc, ça s'impacte aussi dans ce que tu disais tout à l'heure sur la manière d'être. C'est de ne pas faire les choses de manière conventionnelle, de les faire comme on les sent. Après, ça ne veut pas dire que d'autres fonds co-investisseurs avec lesquels on travaille ne font pas les choses comme il se doit. Ça veut juste dire que chacun a sa manière de faire, sa façon de faire. Je pense qu'ils font tous de l'excellent travail, mais chacun a sa manière. Voilà. Oui. Donc voilà, c'était ça le premier point. Et je pense que j'avais un deuxième point sur... qu'est-ce qui faisait la différence C'est ça, justement qu'est-ce par qui rapport... permet à ton fonds d'investissement de se différencier par rapport à d'autres fonds d'investissement sur le marché? C'est principalement ce point-là, je dirais vraiment. Alors j'avais un deuxième point, mais je l'ai oublié. En fait, je pense que là où tu veux venir, c'est que la conséquence de cet état d'esprit, de ce mindset que toi et ton associé, vous avez, votre façon de voir ce que vous valorisez, notamment l'humain, notamment le rapport à l'autre, l'implication dans le projet, qui, en aval, vont, par voie de conséquence, faire la différence dans le lien entrepreneur-investisseur, VC, start-up, et cetera, et Exact. cetera. Mais quand tu parlais, l'idée m'est C'est revenue. pour Voilà, t'aider, merci, je merci. t'en prie. Merci Asma. L'idée, c'était en fait de dire, alors comme tu l'as dit tout à l'heure, je ne suis pas forcément le profil clé en fait du GP qui à 29 ans va se retrouver en fait à la fin de son premier fonds, et on est en train aujourd'hui de lancer le deuxième fonds et d'autres aventures également. Mais ce que ça m'a aussi permis d'avoir avec beaucoup d'humilité, c'est vraiment cette capacité de faire aussi du VC autrement. Quand je dis le VC autrement, c'est-à-dire que je ne suis pas venue avec des a priori dans le VC, tu vois. C'est-à-dire que tout a été déconstruit et reconstruit dès le zéro, dès le départ, Par la force des par la choses. force des choses, par le terrain, par mes apprentissages, par mon fellowship justement aux États-Unis et dans d'autres zones. Et je pense que le fait de le faire différemment fait que tu remets en cause plein de choses, par exemple, des termes sur lesquels des définitions n'étaient pas forcément harmonisées, on va dire, sur le marché. Et que tu remets en question parce que tu dis maintenant finalement, enfin c'est pas forcément ça, on devrait peut-être revoir la définition. Puis ensuite on revoit et on se rend compte que oui. Donc c'est vraiment juste en fait avoir la capacité et ne pas avoir honte de remettre en question, tu vois. Parce que parfois quand on rentre, on est nouveau dans un domaine, on se dit ok, on va rencontrer des gens, ils disent des choses, on va les écouter, on va apprendre. Oui, on apprend bien sûr, c'est hyper important et je pense que chaque rencontre nous apprend plein de choses. Mais je pense que parfois, on a honte de dire je ne sais pas. On a honte de dire j'ai pas compris. Et ben moi, j'ai pas de mal en fait. J'ai pas de mal à dire je ne sais pas, j'ai pas compris, explique-moi. Et en fait, ces petites questions, même dans des sujets qui peuvent paraître Basique. basiques,
en fait, permettent vraiment d'aller au fond des sujets et de les décortiquer dans le détail et d'être sûr qu'on est aligné sur la compréhension, tu vois. Je Donc, vois. je pense que ça m'a aussi apporté ça, Tu le sais, fait d'être... Ouais, vas-y, dis-moi. vas-y, je t'en prie. Non, vas-y, je t'en prie, j'ai fini mon idée. J'allais dire, c'est très cartésien ce que tu dis, parce que c'est Descartes qui disait qu'il faut au moins une fois dans sa vie Oui, faire la tabula accepter rasa. de tout déconstruire pour tout reconstruire. Eh ben, c'est ça, en fait. Exact. C'est ça, ouais. C'est tabula rasa. Et je pense que tabula rasa every day, tu vois. Vraiment every day. Et I'm fine with it. I'm super fine with it, tu vois. Ouais, Et je je vois. pense qu'au tout début, quand j'étais arrivée dans l'écosystème, je pense que c'était pas forcément simple pour moi de venir et de dire salut, on lance ce nouveau fonds et voilà ce qu'on fait, tu vois. Donc déjà, j'avais quel âge, je pense, quand j'avais lancé le fonds? 26, 25, 26. Donc tu arrives avec des acteurs qui sont là depuis très longtemps. Bon, alors, Je t'entends. bah, tu vois, faut vraiment faire plus que les autres, tu vois. Et donc, moi, j'ai zéro, enfin, j'ai pas de souci à dire que je ne sais pas, tu vois. Et je pense Ouais. que Y a c'est pas très de beau mal. de pas savoir. C'est sûr. C'est beau de pouvoir apprendre chaque jour et de construire et voilà. C'est Einstein qui dit la seule chose que je sais, c'est que je ne C'est sais je ne rien. sais rien, c'est ça, c'est C'est ça, exactement hein. ça. Tu es inspirée, Esma, T'as c'est vu? bien. Tu es bien inspirée. J'essaye en tout cas. Ce que j'allais te dire aussi, c'est par rapport à ça, c'est j'entends très bien ce que tu me dis. Je me retrouve un peu dans ce que tu dis parce Ouais. que en me lançant, j'avais 24 ou 25 ans également, et on a dû te dire cette phrase-là qu'on m'a dit un jour: «Mais mademoiselle, il faut avoir des cheveux blancs pour faire du conseil». Ah. Je Non. l'oublierai jamais, mais c'est un Non, peu non, ça, tu vois? ça a un peu changé, mais tu le sens un peu dans le C'est regard, ça. tu vois? Tu le sens un peu dans le regard et je pense que non, je pense qu'aujourd'hui, enfin, c'est l'action qui parle, tu vois? C'est vraiment j'ai appris qu'il faut avancer, il faut faire, en fait et c'est vraiment que ce n'est que voilà, les actions qui font la différence, tu vois? À la fin de la journée, il y a plus que ça qui reste, tu vois? Donc alors j'ai jamais entendu cette phrase, pas encore. En tout cas, là, c'est trop tard pour me la faire sortir, je pense. Mais avec encore beaucoup L'idée derrière, d'humilité, tu voilà vois? ça que Mais je veux l'idée dire. derrière, c'est vrai que dans le regard des gens, tu le Tu le voyais. sens, Ouais, 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 tu le tu le sentais, ouais, sens ouais. forcément. Et alors justement, en parlant de gens, ça nous amène, toujours à l'humain. On parle de l'humain, on dévie un petit peu, on y revient parce que l'humain est toujours au cœur. Justement, en tant qu'entrepreneur, en tant que fonds d'investissement, en tant que leader, tu as été confronté à des personnes, à des équipes, les tiennes, celles des projets que tu as pu lancer, mais aussi, dans ton cas particulier, aussi celles des, startups que tu accompagnes également. Est-ce que tu peux me parler, de ta vision du leadership? Comment tu vois, quelle est ton expérience dans la gestion d'équipe? Tu as dû avoir des succès et des échecs également à ce niveau-là, Mmh. mais ton rapport à l'humain dans un projet professionnel, qu'est-ce que ça ch quel secret ça recèle, tu vois? Pour moi, le secret, c'est vraiment de care, tu vois? C'est de care et de toujours savoir, quelles sont les aspirations de l'autre, en fait. Quelles sont les aspirations des personnes qui travaillent avec toi et de pouvoir parfois, souvent les guider et les aider à arriver, à atteindre leurs objectifs. Quand j'ai leurs objectifs, c'est pas forcément par rapport au projet que vous menez ensemble, mais par rapport à ses aspirations professionnelles. C'est-à-dire quelle est la définition de réussite pour lui? Moi, j'ai eu parfois des personnes qui ont travaillé avec moi et que j'ai reconverti en entrepreneur, tu vois? En lui disant: «Mais ce n'est pas ce que tu veux faire, tu vois? Donc va chercher ce qui est le mieux pour toi». Et en fait, c'est important parce que parfois quand on se retrouve, enfin quand on gère des équipes forcément, surtout quand on a passé du temps avec elles, qu'on a fait du partage, d'expérience et de la montée en compétences justement pour ces personnes, on a du mal à s'en détacher et donc on devient un peu égoïste dans la relation et je trouve que c'est important de Lâcher de prise, de lâcher prise et de se dire: «Bah, finalement, si on a envie qu'une personne donne son maximum, il faut faut l'y qu'on pousser. puisse l'aider à être au bon endroit». Et en fait, ces personnes-là sont revenues après. Alors, on a travaillé ensemble, mais dans un autre format. Elles ont été capables de aussi driver vers le fond, des entrepreneurs, dans lesquels on a investi. Donc ça revient à la fin de la journée, et donc pour moi, ce qui est important et très important pour moi à chaque fois que je rencontre une personne, que ce soit dans nos équipes, à travers Calice
ou dans les équipes à travers d'autres entités que j'accompagne aujourd'hui ou dans les équipes des boîtes du portefeuille, c'est vraiment d'être sûr que chaque personne se trouve au bon endroit au bon moment, tu vois. Et c'est ça, en fait, c'est se retrouver au bon endroit au bon moment. Parce que quand c'est le cas, on donne le maximum, tu vois. On performe. On performe. Et quand la personne sait qu'il y a cette bienveillance, en fait, elle ne l'oubliera jamais, elle restera toujours fidèle en fait à cette relation et se donnera toujours voilà, un maximum, comme on vient de se le dire. Donc pour moi, un vrai leader, c'est quelqu'un qui sait identifier les rêves des personnes avec lesquelles il travaille et sait les accompagner surtout à les atteindre. Voilà. Alors, on a parlé de rapport aux équipes, de leadership, on a parlé de parcours entrepreneurial, de choix changés en cours de route, d'introspection, de connaissance de soi qui Ouais. nous a permis de se dire bah c'est pas forcément ce que je veux faire, puis de se réorienter vers ce qu'on veut vraiment faire. Mais j'imagine qu'il n'y a pas toujours eu un soleil brillant et retentissant tout au long du parcours. On a tendance à valoriser les succès, mais pour moi, ou en tout cas Impact Podcast, on tient à s'arrêter sur les échecs parce que les échecs, l'expérience est le nom que les êtres humains donnent à leurs erreurs. Donc, on est qui on est parce qu'on a échoué, on a su se relever de ces échecs et en faire un apprentissage ou une force. Ouais. Rita, parle-moi de tes échecs un peu, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Qu'est-ce que tu as mal fait? Qu'est-ce que tu as raté? Plein de choses encore une fois, plein de choses J'imagine, encore oui. une fois. Moi, j'aime beaucoup les échecs parce que je trouve que mon premier échec m'a beaucoup réveillée. Je trouve que les échecs aussi permettent Forger la d'avoir, mais personnalité. d'avoir aussi beaucoup de lucidité sur soi-même et sur ce qui nous entoure aussi et sur notre position par rapport à notre entourage, justement. Alors, mon premier échec, si tu veux tout savoir, c'était justement quand j'avais passé ma prépa. Mhm. Donc, j'ai fait ma prépa, 2 ans de prépa, classe étoile en plus. Et donc, je passe mes concours et j'ai un papa qui est assez strict en fait, Carré. carré, qui est dans l'enseignement aussi. Donc, pour lui, en fait, si tu veux faire, tu vas aller à l'étranger, OK. Donc, j'étais l'aînée des filles, mais à condition que ce soit les 4 premières écoles. Si c'est pas les 4 premières, ça ne sert à rien de partir. Donc, je passe mes concours, j'ai la 5e, mais pas la 4e. Et donc, je le vis comme un échec. C'était un échec pour moi, parce que pendant 2 ans, je prépare avec l'idée que j'allais partir, à l'étranger parce que tous mes copains de classe, Sont étaient à partis, l'étranger. même si c'était pas forcément pour les 4 premières, mais ils avaient quand même, en fait, intégrer une école, de commerce en France. Et donc pour moi, le fait de rester au Maroc et de faire une école marocaine était perçu comme un échec. Donc chez moi à la maison, c'était, funérailles, tu vois? Bah, les gens, ils venaient me voir comme s'il y avait un mort à la maison, tu vois? Vraiment. Et moi, je m'enfermais dans ma chambre, personne ne rentrait. Je l'ai vécu comme un échec parce que j'ai toujours grandi avec cette idée que j'étais, alors j'étais l'aînée des filles comme je le disais, mais en plus l'aînée, la 1re, la 1re, petite fille. Et donc, l'exemple toujours. Et donc on m'a intégré, tu vois, dans mon esprit qu'il fallait toujours que je sois, exemplaire, à mes cousines, on disait: «Mais regarde Rita», donc moi je me mettais en fait cette position sociale qui n'était pas forcément ce que je voulais, mais qui était ce qu'elle était. Et donc pour moi, c'était comme si j'avais déçu mon entourage et mon environnement. Et en fait, quand tu le vis comme ça, et ben, après tu t'en fous, en fait. Juste après, tu te dis, «Ça y est, en fait, j'ai What else? voilà, what else maintenant?» tu vois? C'est-à-dire maintenant, je me suis libérée un peu de cette pression, tu vois? Sociale qui me posait sociale, je dis familiale, qui me posait dans un cadre et je peux maintenant être libre de choisir ce que je veux, de faire ce que je veux, de me comporter comme ce que je veux. Donc c'est là où j'ai intégré, l'ESCG Stats. Alors c'était aussi une grande friction avec mon père qui pour lui, alors j'étais parmi les 10 premiers, donc il était super content. Moi, je lui disais: «Mais papa, c'est pas ce que j'avais en tête», tu vois? Je m'imaginais pas forcément, là-dedans. Et donc il me dit: «On passe un pacte, tu vas à l'ENCG et tu peux repasser tes concours en candidature libre à la fin de l'année». Je dis: «OK».
Donc, je vais à l'ESCG, à ma grande surprise, je suis épanouie. En fait, je suis épanouie, je deviens secrétaire générale du BDE, j'intègre le Rotaract. Donc, j'ai une vie sociale. Et je pense que sans cette vie sociale, je n'aurais pas été capable d'avoir mes concours en fin d'année parce que j'avais j'avais cet équilibre en fait Ce entre ce dynamisme. dynamisme et cet équilibre qui me permettait en fait d'avoir les deux. Et depuis cet échec, ben, en fait, je n'ai pas peur d'échouer, tu vois. Ouais, je vois. Pour moi, en fait, tout ce qui a suivi était un apprentissage et pas forcément un échec. Et c'est le cas en fait pour même dans ma vie professionnelle, tu vois. Là aujourd'hui, quand on investit, tu vois, dans une start-up, on ne sait pas forcément ce qui va en advenir, tu vois, et en ressortir. Mais le plus important, c'est de donner son maximum, en fait. Le plus important, c'est de donner son maximum pour être là, pour accompagner la start-up. Je suis convaincue qu'une boîte n'est jamais née d'office en se disant cette start-up va devenir licorne, en fait. Ça dépend vraiment de toutes les personnes qu'elle va rencontrer dans son Du chemin, tout ce process. que tu es capable de lui apporter dans son chemin, les connexions, les relations, les recrutements que tu es capable d'amener. Et en fait, à partir de là, quoi qu'il en soit, j'aurais considéré que c'est alors c'est pas forcément un succès, mais qu'on aura donné, le maximum, en fait. Donc voilà. Merci. Et alors du coup, toi qui es passé par des échecs et qui as su t'en relever, qui en a fait une force et un apprentissage, Mmh. quels conseils tu donnerais à nos jeunes auditeurs et téléspectateurs sur la gestion de l'échec? Comment, pour toi, qu'est-ce qu'ils devraient faire ou ne pas faire pour mieux gérer leurs échecs ou en sortir plus grand? Pour moi, c'est le 1er point, alors c'est plus simple à dire quand on est passé par là, mais je C'est de comprends, l'accepter. voilà, c'est de l'accepter. C'est de se dire en fait que, comme on dit chez nous: «Fais akher», tu vois? Fais akher vraiment parce que C'est tu un te passage dis en obligé. fait, une fois que ça se vit, tu vois? Je me rends compte que si j'avais pas en fait, échoué cette année-là, j'aurais pas eu, l'occasion de vivre aujourd'hui ce que j'ai vécu à l'ESCG, de rencontrer des personnes qui aujourd'hui, bah, sont arrivées aussi à atteindre, enfin à être bien installées au Maroc dans des postes, assez intéressants et qui me permettent aussi de créer cette dynamique localement que j'aurais pas vécu si j'étais partie directement en France, juste après. J'aurais pas eu, les échanges que j'ai eus parce que typiquement l'échange à UC Berkeley n'est venu qu'à l'année où j'ai intégré l'école justement. Donc pour moi, c'est après que tu te rends compte qu'il y a des toute chose a une raison en fait et quand tu l'acceptes comme ça, je pense que sur le coup, c'est très difficile à accepter parce qu'on a l'impression que c'est la fin du monde. Mais vraiment mon conseil, c'est prendre du recul et ne pas en fait, ne pas se dire que tout s'arrête à ce point-là, en fait. Se dire que la vie est beaucoup plus grande, que dans le monde, en fait, on est, des milliards et des milliards d'habitants. Il y a, enfin, on n'est qu'un on n'est qu'un petit Particule. détail, tu vois? Qu'une petite particule sur cette terre et je pense qu'il faut relativiser par rapport à nos problèmes. Donc c'est vraiment relativiser et ne enfin et surtout, prendre du recul par rapport à la situation. Voilà, ne pas se dire que c'est le chemin s'arrête là. Voilà. Forcément. Merci pour ces conseils très Je précieux. t'en prie. Et puis, effectivement, je te rejoins dans le fait que déjà l'accepter, le voir et ne pas être dans le déni et se dire, bah, ça, c'est une erreur. Qu'est-ce Mmh. que, ok, c'est fait. Qu'est-ce que j'en apprends et comment je passe à autre chose et qu'est-ce que ça va m'apporter, comment je m'enrichis de cette erreur, Mmh. c'est là la vraie force. C'est ça. Et c'est ce qui permet eh ben, de passer des erreurs au succès. Au succès Et c'est ce et qui autre nous chose, amène, oui. pardon Asma, j'ai oublié, c'est d'avancer. En fait, ça, c'est hyper important. Je pense que, je le dis comme ça, on n'a pas l'impression, quand c'est verbalisé, mais c'est vraiment d'avancer dans la vie, de pas s'arrêter en se disant, en fait, quand on pas mal de fois, tu vois, j'ai eu des situations où je me suis arrêtée pour réfléchir en me disant: «OK, est-ce qu'il faut que je prenne telle décision ou telle décision?» mais je pense que quand, j'ai pris l'habitude juste d'avancer en fait, Mhm. quel que soit le chemin que tu prends, si tu hésites en fait, prends un chemin et puis peut-être qu'à un moment donné, tu vas bifurquer et revenir sur autre chose, mais au moins que tu avances en fait. Il faut pas que tu aies l'impression en 6 mois d'être resté sur le même point et de ne pas avoir fait quelque chose qui aurait pu te permettre d'être en mouvement et en fait de créer la prochaine opportunité. C'est vraiment de pas s'arrêter, de pas s'enfermer, de pas se dire, «OK, j'attends que la décision, vienne par elle-même». C'est OK, just do things, tu vois? Genre, Go sors, ahead. fais quelque chose, sois actif,
intègre des associations, je sais pas, rencontre du monde. C'est vraiment en étant dans l'action, forme-toi. Ouais, C'est en étant dans l'action que tu crées ta prochaine opportunité. Donc c'est vraiment ça, effectivement. c'est être en action. En fait, pour illustrer ce dont tu étais en train de parler, heu, mon j'ai une en fait, comment dire? Je vais emprunter une idée à la randonnée. Mmh. J'ai fait beaucoup de randonnées pendant de longues années OK. et je trouve que c'est une allégorie de la vie, la randonnée, parce que tu apprends énormément de choses. Il Mmh. y a des règles, notamment parmi lesquelles, on marche au rythme du plus lent, Mmh. en groupe, C'est vrai. et surtout, ça rejoint ce que tu disais, c'est pour ça que ça m'a fait penser à ça. En randonnée, la règle la plus, importante et la plus primordiale est qu'il ne faut pas s'arrêter. Mmh. Quand tu es, sur de gros dénivelés, en pleine pente, à l'approche du sommet, le secret, c'est ce qui fait que tu vois des personnes de 70, 80 ans qui montent, des montagnes, où rien que d'aller voir, tu as le vertige. Ouais. En fait, il y a un seul secret, c'est de ne pas s'arrêter. Mmh. Quel que soit le niveau de difficulté, Ouais, quel que soit le rythme et la vitesse, le exact. secret, c'est de continuer Mmh. à faire le prochain pas, à Exactement, mettre un pas après l'autre, et je trouve que ça exactement. illustre ce que tu disais il y a quelques Et minutes. c'est vrai dans tous les domaines, tu vois? Si je reviens encore à l'entrepreneuriat, typiquement en tant qu'investisseur, quand on rencontre une start-up, qui vient de se lancer par exemple, qu'on la revoit après 6 mois, moi ça m'embête parfois quand je vois qu'il y a pas eu d'évolution, tu vois? Je me dis: «OK, est-ce que cette personne se donne à fond? Est-ce qu'elle s'est donné les moyens de rencontrer du monde?» Elle, un tout petit quelque chose, tu vois? Que je sente que, ça a un peu, évolué. Et par contre, quand tu vois une boîte ou un entrepreneur qui te dit: «OK, dans 6 mois, voilà, on a monté, le POC, on a rencontré, 12 000, enfin une association avec 12 000 clients potentiels». Là, je mentionne un cas que j'ai en tête concret, que j'ai rencontré la semaine dernière. Je me dis: «Bah, c'est super, ça veut dire que ça mériterait en fait que je prenne le risque, peut-être d'avancer avec lui parce que, bah, je me dis, Il y a de la matière. il y a de la matière, il met de son propre capital, de son propre réseau, il avance en fait. Donc avancer, c'est vraiment important, que ce soit pour vous ou pour votre entourage, dans la perception de votre position, c'est vraiment capital et je pense j'aime beaucoup la métaphore que tu fais avec la randonnée. Elle est Ravi très que ça te juste. Elle est plaise. très juste. Tu sais, les échecs, sont un peu, la face d'une pièce à 2 visages, Mmh. dont l'autre face serait les succès. On ne peut parler d'échecs Bien sans sûr, parler de Asma. succès. Alors du coup, on a commencé par ce qui va pas, mais moi, je veux bien que tu me dises justement, ce que tu considères comme tes plus grands succès et comment tu y es arrivé. Qu'est-ce qui fait Quelles sont les choses dont Rita est fière? La vérité, sans trop réfléchir, ça aurait pu être des choses, en fait, dont je suis fière aujourd'hui d'un point de vue, concrétisation, tu vois? C'est-à-dire le fait qu'on ait pu, avoir, un positionnement sur le marché même après 1 an, après le lancement, tu vois? Là où on était tu vois, c'était ex nihilo. On a lancé le fonds de rien et on a pu le construire. Ça peut aussi être le fait qu'aujourd'hui, on soit en train de lancer notre deuxième fonds, qui nous permettra de continuer à accompagner encore plus d'entrepreneurs avec des tickets plus importants, une vision alignée avec, ce qu'on a pu faire sur le premier fonds. Ça peut aussi être le fait qu'aujourd'hui j'accompagne des grands groupes dans leur, stratégie d'investissement ou dans leur, gestion de portefeuille. C'est des accomplissements qui me rendent fière aujourd'hui. Mais je dirais que ce qui me rend, la plus fière, c'est le fait d'avoir su protéger l'enfant en moi, je dirais. Et ça, c'était difficile, sur le parcours parce que forcément, plus on grandit et plus on rencontre des dangers extérieurs qui nous poussent à changer, à devenir, à mettre une carapace qui parfois, n'est plus que carapace, elle devient le principal. Qui Et en nous fait, colle comme une seconde c'est peau. ça et j'ai vraiment fait en sorte de la protéger, de protéger ce côté enfant. Alors le protéger, ça voulait aussi dire ne pas l'exposer à tout le monde, alors qu'avant il était ouvert, il était là, il était présent et en fait à la disposition
toute personne que je rencontrais et qui me semblait sympathique. Viable. Voilà, mais je pense qu'avec le temps, voilà, le protéger, c'est aussi le montrer seulement aux personnes qui le méritent, mais c'est aussi l'utiliser dans mes réflexions, dans mes relations, dans voilà. Donc c'est ce dont je suis la plus fière aujourd'hui, c'est vraiment ce côté enfant qui me permet de rester authentique, de rester ce que je suis et d'accepter en fait d'avancer, dans ma vie professionnelle, avec ma manière en fait. Voilà. C'est magnifique, Rita. C'est tout à ton honneur et je pense que c'est ce qui fait aussi ton unicité. Ouais. Et justement, ça va m'amener à ma question suivante, Yes. forcément. Hein. Et ben, justement, que ce soit Rita pleine et entière, l'enfant y compris, doit avoir une vision de l'avenir, une ambition, aussi bien pour toi que pour Calice. Est-ce que tu peux m'en parler? Yes. Go ahead. Alors la vision, elle est encore plus grande, tu vois? Vas-y, je t'en prie. Elle est encore plus grande dans le sens où, alors aujourd'hui, on avait effectivement commencé, Calice comme un petit bébé. On l'appelle comme ça avec Slimane. Mhm. Et puis ensuite, aujourd'hui, il devient un plus gros bébé, même alors pas encore un adolescent, ce sera plutôt au stade de 3 peut-être, du fond. Mais aujourd'hui, ma Un enfant qui vision a bien la tête voilà, sur les voilà, c'est épaules. ça, qui a commencé à marcher, qui sait reconnaître le bien du mal, Oui, qui sait avancer dans le bon sens. Mais aujourd'hui, ma vision, elle est beaucoup plus, globale. C'est une vision où j'ai envie de continuer à être ce papillon, libre en fait d'entreprendre et de faire en fait les choses à ma manière, tout en continuant dans l'investissement. Donc ce serait une sorte de plateforme qui ferait de l'investissement, mais aussi de l'accompagnement de grands groupes dans leur stratégie d'investissement, dans leurs innovations, dans leur intrapreneuriat, dans la création de synergies avec justement des startups qui sont alignées avec leurs priorités stratégiques. Ce serait également permettre à des investisseurs étrangers à investir au Maroc avec plus de recul, en les accompagnant dans leur due diligence locale. Ce serait aussi permettre à des startups justement locales pour créer de la liquidité à pouvoir attirer des acheteurs étrangers qui voudraient s'étendre en Afrique francophone en commençant par le Maroc. Donc c'est cette vision globale qui va au-delà de l'investissement, mais qui bien sûr dans son essence inclut l'investissement, mais qui aura aussi toute cette partie-là accompagnement. C'est ce qu'on appelle un VC as a service. Voilà. VC as a service. Ok. Yes. J'apprends des choses aujourd'hui avec toi, Rita. Merci. Avec plaisir. Et je pense que nos auditeurs et téléspectateurs en apprennent aussi. Et c'est le moment d'ailleurs de te demander, est-ce que tu aurais des conseils pratiques, des ressources utiles, des livres, des conseils, des podcasts ou des formations à recommander à nos auditeurs et téléspectateurs? Yes, Of course. definitely, of course. Alors en termes de conseils, je pense que ça dépend de l'audience, tu vois? Si c'est, plutôt des entrepreneurs early stage, c'est, essayer d'avoir un maximum avant de vous lancer. Donc quand je dis maximum, c'est essayer d'avoir les bonnes ressources en termes d'équipe. Idéalement que vous soyez au moins 2, que vous puissiez, mettre un peu plus du vôtre avant d'aller voir des investisseurs, histoire de pas trop vous faire diluer dès le début, de valoriser votre boîte, au maximum, et de pouvoir démontrer que votre projet est plutôt dérisqué, pour les investisseurs. Ne baissez pas les bras, au bout du premier investisseur qui vous dit que le projet n'est pas intéressant parce que ce qui n'est pas intéressant pour un investisseur ne l'est pas forcément pour un autre et c'est le cas même, je veux dire d'un point de vue géographique. Parfois des investisseurs locaux ne voient peut-être pas l'opportunité, que vous apportez par rapport à votre projet parce que c'est des choses qui sont peut-être un peu trop matures par rapport au marché, mais qui ne le sont pas dans d'autres marchés à l'étranger. Donc vraiment, voilà, essayez, enfin battez-vous, voilà, profitez des écosystèmes qui sont disponibles. Aujourd'hui, on commence à beaucoup, enfin à être un peu plus mature justement sur tous ces sujets-là, sur toute la chaîne de valeur. On a des acteurs, au niveau de l'incubation, l'accélération, la préaccélération avec du financement qui est disponible par phase et un contenu qui est aligné en fait par phase. Donc profitez vraiment de la maturité de l'écosystème. Profitez aussi du fait qu'on commence à avoir des startups qui passent en série A et de plus en plus qui passent en seed pour poser vos questions. Et profitez également du fait qu'on ait de plus en plus d'investisseurs étrangers qui s'intéressent à investir au Maroc, qui commencent à avoir des mandats spécifiques pour investir sur cette zone géographique. Donc c'est une opportunité
un pas raté. Et surtout, 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 ne gonflez pas vos valorisations parce que trop d'investisseurs s'intéressent à votre venture parce que forcément, plus tard, ça aura un impact sur votre equity story, donc votre capacité à raconter une belle histoire sur le long terme. Alors ça, c'est pour les entrepreneurs. En termes de contenu, alors, il y a pas mal de podcasts, je pense, alors, il y a des podcasts étrangers, je pense qu'il y en a énormément, notamment aux États-Unis ou même dans des cultures différentes. Je vous invite à écouter des podcasts, plutôt tournés vers la Chine ou vers Singapour. On n'y pense pas trop, on pense beaucoup à la Silicon Valley et de Silicon Way, on va dire. Mais je vous recommande aussi des podcasts locaux et je pense que vous les connaissez déjà probablement. Donc, il y a aujourd'hui Tomorrowko avec Mehdi Benjelloun et Next Wave également, que je trouve géniaux. Et je vais dire pourquoi, parce que ils représentent vraiment l'entrepreneur marocain, que ce soit un ancien industriel, qui soit du métier et en fait qui soit pas du tout start-upper, mais ça représente aussi votre client cible, on va dire, et la manière classique d'entreprendre au Maroc, qui n'est pas des plus simples. Donc je pense que c'est intéressant de les regarder, mais aussi des start-upers qui aujourd'hui ont réussi, comme je le disais, à passer à la série A ou au seed. Alors il y a également, bien sûr, je peux pas ne pas parler de Asma et de son podcast travers You Founders qui est Impact Podcast. Je pense que jusqu'ici tu as eu voilà, des entrepreneurs super intéressants et la discussion était fluide, donc je pense que tu as pu et tu sais toujours faire sortir le maximum de tes invités. Donc Tu n'hésitez vas me pas faire aussi rougir là. à obligé quand même, obligé Quand quand même. même, Asma. Donc voilà un peu grosso modo dans les grandes lignes, mes recommandations, voilà, si je devais en donner quelques-unes. Je te remercie, Rita. Alors, en général, ça, c'est la question que je pose à tous mes invités. Mmh. Mais dans ton cas, et vu la nature spécifique de ton activité, VC as a Yes. Service, vu que je te tiens, je te lâche pas. Vas-y, je t'en Parce prie. que justement, Impact Podcast est un podcast qui cherche à inspirer, en invitant des personnalités inspirantes comme toi, là, Merci à Asma. inspirer de jeunes entrepreneurs, de jeunes Mmh. start-upers, mais aussi des start-upers en herbe, notamment parce qu'Impact Podcast est porté par You Founders, qui est l'incubateur de start-up au sein de l'Université Mohamed VI Polytechnique et qui vise justement à inspirer des entrepreneurs qui auraient pour vocation de créer leur projet de start-up. Et Mmh. comme tu es tu représentes, pardon, l'audience cible de ces jeunes-là Mmh. qui cherchent justement, à un moment ou à un autre de leur parcours entrepreneurial, à toucher, à intéresser un VC, un fonds d'investissement et à capter leur intention et surtout, surtout, à décrocher un investissement. Mmh. Et forcément, ils sont amenés à préparer leur pitch deck, à pitcher, à chercher à convaincre, à faire leur valo, à évaluer ce qu'ils vont demander à ce VC ou à ce fonds d'investissement. Et donc, du coup, tout ça, c'est des choses qui trottent dans la tête de tout embryon de start-upper à peine avant même d'avoir commencé à penser son idée. Mmh. Il pense qu'est-ce qu'on attend de moi et qu'est-ce qu'on va me demander et comment convaincre. Quel Mmh. conseil tu pourrais donner j'ai fait tout un tas et je te le Ouais, ouais, balance. non, Tu mais vois. tu as raison et je pense que c'est une bonne question et je pense que la réponse, elle est claire et sans doute pour moi parce que je le dis sur la base, bien sûr, des années, tu vois, d'expérience en étant moi-même VC ou même de la part d'entrepreneurs qui aujourd'hui ont créé leur première boîte et sont revenus avec leur deuxième, troisième boîte. Leur conseil et le mien, c'est de se dire: «Ne crée pas forcément quelque chose pour, les investisseurs», tu vois? Crée d'abord quelque chose pour toi, démontre que ça a de la valeur, démontre que les gens veulent consommer ce produit et en fait, les investisseurs viendront naturellement. Donc c'est vraiment au lieu de se dire: «OK», moi, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir en me disant: «Écoute, je veux entreprendre, mais j'ai pas d'idée». Bah, et quoi, tu t'attends à ce que je te donne une idée que tu vas entreprendre? En fait, c'est pas possible. Parce que même si je te la donne, tu ne vas pas avoir forcément cet ownership De te comme tu l'approprier. vas pas te l'approprier, tu vois? Alors que à côté, typiquement, nous, on investit, principalement, mais c'est pas forcément le cas de tous les fonds, on investit que dans des entrepreneurs qui ont une expertise industrielle. Pour moi, c'est vraiment important de venir, avec un besoin que tu as vécu, un besoin, que tu adresses parce que tu as été toi-même à la recherche de cette
solution. Donc, c'est très important pour moi que le projet ait du sens pour toi et que tu ne le crées pas seulement pour avoir des levées de fonds, pour pouvoir répondre à un besoin. Alors certes, bien sûr, si tu tombes sur une industrie qui est en évolution et que tu dis: «OK, j'ai des capacités managériales, j'ai des capacités entrepreneuriales, je vais me lancer sur ce projet». I'm fine with it, tu vois? As long as you have the energy parce que tu es driven by the fact that you'll be able to succeed, tu vois? Sur ce projet-là and it's fine parce que ça va être suffisant pour moi pour me dire: «OK, j'ai envie de suivre cet entrepreneur. Je sais où est-ce qu'il veut aller et j'ai pas forcément besoin de sentir qu'il est passionné par l'industrie en soi, mais tant qu'il sait que c'est une industrie porteuse et qu'il fonce là-dedans, I'm fine with it. Mais ça se sent en fait quand tu parles avec un entrepreneur qui se cherche encore et qui cherche le bon pitch deck pour te vendre en fait son projet. Crois-moi que ça se sent. À force de rencontrer des entrepreneurs, franchement, premiers meetings, tu le sens, tu vois. Et donc voilà, vraiment mon conseil pour ces entrepreneurs-là, au stade embryonnaire, comme tu dis, c'est vraiment créer des projets pour vous, poussez-les au maximum de ce que vous pouvez et ensuite venez voir des investisseurs. Parfois, pas forcément en ayant finalisé, en ayant eu des premiers clients. Parfois des LOI, donc des lettres d'intérêt de la part de clients potentiels suffisent. C'est-à-dire Letter of qu'aujourd'hui intent, c'est ça? Letter letter of of intent. interest, voilà, ou intent. Et en fait, pourquoi? Parce qu'au moins, ça me permet de valider que le marché a besoin de ce produit-là. Et donc, si tu me rapportes une LOI où j'ai de gros clients, je donne, enfin, Total, L'Oréal ou autres, qui me disent que si cette solution est prête, on est prêt à l'acheter, bien sûr que je finance le projet. Donc voilà, il y a pas toujours que l'aspect traction, en fait, qui est important dans l'intérêt que peut avoir un investisseur. C'est vraiment juste le sérieux derrière, le fait d'avoir un entrepreneur qui a la tête sur les épaules, qui a la capacité managériale que tu ne te retrouveras pas à devoir gérer derrière, toi-même, et bien sûr avec un produit dont le marché a validé l'intérêt, dans un marché qui est assez grand, bien sûr. Ouais, un proof of concept, tu as une vision. Un POC, voilà, quelque chose, qui fait que tu as déjà interagi avec les clients avec ce produit-là et que les clients t'ont dit: «Effectivement, on a envie de ce projet ou de cette solution». C'est-à-dire que pour toi, la validation du besoin marché est un prérequis? Ah clairement, bien sûr, elle est un prérequis et comme je le disais, elle est pas forcément formalisée toujours Oui. par, le fait que ce soit monétisé. Elle peut l'être par, des LOI, elle peut l'être par, des échanges par email, par le temps que justement ce client passe à faire un test avec toi sur 3 mois. Je me dis: «Il va pas mobiliser ses équipes, sans être, à minima sûr qu'il a envie d'utiliser ta solution». Une Donc communauté WhatsApp, un groupe Facebook, c'est ça, c'est ça? de l'attraction, C'est ça. c'est exactement ça. Voilà. Et alors du coup, Mmh. tu saurais ou tu voudrais bien nous faire un portrait robot? Mmh. Parce que tout à l'heure tu nous dis qu'Alice, sa marque de fabrique, ce qui la distingue, c'est de valoriser l'humain derrière, le start-upper ou derrière l'entrepreneur. Mmh. Et si je te demandais de me faire un portrait robot du start-upper que qu'Alice serait prêt à accompagner? C'est-à-dire si je te ramène 100 porteurs de projets, OK. quel serait ce profil type qui te donnerait envie de foncer et de financer? Ouais, bah, je le connais. Je le connais. Dis-moi, je t'en prie, Je le présente-le-moi. connais, je le connais. Bah, écoute, déjà, vu qu'on est sur du précide à la Oui, du précide à la pré-série A, donc on est quand même assez early. Comme je te disais tout à l'heure, c'est vraiment, l'expertise industrielle. Donc, quelqu'un qui a passé 10 ans, dans son industrie, je prends la logistique par exemple, qui a passé 10 ans dans la logistique, qui est, président de l'association de logistique, dans son pays, qui a grandi dans un écosystème de logisticiens, tu vois, transitaires et autres et qui, a déjà, monté une première boîte dans ce sens, et que là, en fait, c'est sa deuxième boîte qu'il a envie de faire, de manière, plus technologique et plus une forme viable. de maturité Oui, professionnelle, une forme de c'est ça. c'est La ça? maturité professionnelle, elle est importante à plusieurs niveaux, et pour plusieurs raisons. D'ailleurs, le robot que je viens de citer, c'est le robot d'un entrepreneur, qu'on a dans le Que vous avez en portefeuille tête, oui. et qu'on a dupliqué, sur, tous nos choix, presque toutes nos décisions d'investissement sur le reste du portefeuille. Voilà. Merci beaucoup pour ce portrait robot, Rita. Et du coup, on approche de la fin de notre épisode. Comme à l'accoutumée, en général, vers la fin de notre épisode, à Impact Podcast, on lance un défi à nos invités. OK. OK, All right. ça va? OK, ça va. Alors, Je sais pas trop à quoi ça peut ressembler, j'ai mais une petite boîte qui s'est transformée en gobelet, cette fois-ci. Je te la donne OK. et je te demande de tirer. Hein, hein. Tu la prends, hein, vas-y, je t'en prie.
Merci. Je te la donne. Tu tires 3 feuilles et t'en choisis une. J'essaie de tricher, hein, Vas-y, voir je t'en ce qui prie. se passe à l'intérieur. Feel free. Alors, bon, je ne vais pas tricher. Je vais prendre Prends-en une. 3, prends-en 3. Ah, j'en prends Et tu 3. choisis, oui. Ok. Ok. 3. J'en Allez, choisis une. t'en choisis un. Tu Bah, les ouvres, vas-y. tu lis et tu choisis. Ah, je peux lire. Ouais, t'as le choix. Super, T'as le choix. vous êtes chouette quand même. Bah oui, parce qu'il y a des défis manuels, il y a des défis artistiques, il y a des Ok. défis intellectuels et Ok. on laisse quand même la J'espère- latitude, un minimum de J'espère latitude à juste nos que je vais invités. pas chanter, mais sinon, tout est possible. C'est Smaïl qui me disait que s'il chante, il va pleuvoir. Ah, Je bah pense que tu super. Alors, rejoins bah, ouais, le... non, il fait très beau aujourd'hui, donc on va éviter. Alors, ok, bah très bien. Est-ce que je dois donner la... Ouais, tu la Ok. montres à la caméra idéalement, qu'ils sachent qu'on triche pas. Ok. Alors, mais du coup, si je la montre à la caméra, je saurais pas la lire. Non, Alors, mais imitez votre... Je lis à travers le... Ah, merci. Imitez votre réaction lorsque vous avez entendu la meilleure et la pire nouvelle concernant votre entreprise. Voilà, c'était ça. c'était ça. Ouais. Alors, c'était quoi la nouvelle, alors? Histoire qu'on comprenne ce qui s'est passé un petit peu. Alors, euh, en réalité, en fait, forcément, vu qu'on est un fonds de VC, toutes les nouvelles en fait, qui concernent le fonds, c'est les nouvelles qui sont liées au portefeuille. Donc, je ne pourrais pas donner des détails sur les bonnes ou les mauvaises nouvelles. Mais alors, je peux te dire que la première fois où j'ai entendu la mauvaise nouvelle de l'une des boîtes du portefeuille, j'ai pas dormi. Je peux te dire que j'ai pas dormi Donc, parce que c'est pas pour que... moi, c'était la fin. C'est... Ah non, non, tu dors, tu ne dors pas en fait. Enfin, tu ne dors pas, ça dépend de plein de paramètres et voilà, de plein de paramètres Ouais, mais c'est en perte ta de manière sommeil, de quoi. gérer le fond. Mais en fait, voilà, on avait un vrai problème qui, pour moi, allait mettre fin à la pérennité, à la continuité de la boîte. Et donc, je dors pas la nuit. Et surtout que c'était la première fois que ça arrivait, tu vois, donc je savais pas trop comment agir ou comment voilà, réagir avec l'update. Et je me dis, en fait, comment ça va être réglé? Et ce qui est incroyable et impressionnant, c'est que bon, 2 jours après, tu vois, ça a été réglé. Et je me dis, mais en fait, c'est pas simple d'être entrepreneur, tu vois. Oui, certes, C'est les montagnes russes. je suis aussi entrepreneur forcément à travers cette aventure, mais je trouve que c'est rien par rapport comparé en fait à ce que vivent justement les entrepreneurs qui portent aujourd'hui des startups. Et donc, c'est là où tu te rends compte que investir dans les bons entrepreneurs, c'est ce qui fait toute la différence. Et c'est exactement pour ça que je te disais tout à l'heure, sur les critères d'investissement, le numéro un dans le robot, type, c'est, la qualité justement et l'expertise, de Métier. l'entrepreneur, métier et même managérial de l'entrepreneur. Parce que, c'est dans ce type de situation où tu te dis, quel que soit, l'avenir de la boîte, tu sais que tu as en face un CEO qui sera capable de bifurquer, de De changer de s'adapter. route, de s'adapter, aux différents problèmes. Et donc là, typiquement, c'est une startup qui se portait très, très bien. On a eu un problème, réglementaire qui a fait qu'on s'est arrêté pendant quelques mois, et en fait, juste après, ben, la startup a pu, Rebondir. rebondir, mais surtout dépasser les problématiques, locales, réglementaires, échanger avec, le régulateur et avancer dans le bon sens. Et quand on a rebondi, meilleur qu'avant parce qu'on avait les bons process, on avait la bonne, architecture en intérieur et en interne, pardon, et organisation. Et en fait, une fois que tu vis, le premier problème de ta boîte, du portefeuille, tu te dis: «OK, il faut que tu prennes un peu plus de recul sur les problèmes, en te disant que ça va aller et que en fait, parfois, c'est peut-être mieux de ne pas forcément être trop impliqué, justement dans ce genre de situation». Parce que tu permets à l'entrepreneur de prendre le recul nécessaire, à lui seul et de se dire: «OK, what's the right decision to make now?» Tu vois? Sans pour autant, voilà, être partie prenante de sa décision. C'est hyper important. Donc voilà. Oui, je vois parfaitement. Merci beaucoup pour ce défi. Et comme on est équitable à Impact Podcast, Mmh. puisque tu as accepté de Yes. faire notre défi, toi aussi, tu as le droit de lancer un défi à nos auditeurs et téléspectateurs.
Yes, avant défi Asma, parce que Ouais. tu m'avais dit la bonne et la mauvaise et Ah la oui, bonne la nouvelle. bonne et Je la dirais plus sur mauvaise, la mauvaise. excuse-moi, oui, la Non, mais bonne. je voulais juste te dire aussi qu'on a eu plein de belles Vas-y, nouvelles je t'en avec prie, oui, nos je différentes savais, startups. je Bah, t'en prie. la toute dernière, c'est, et ça veut pas dire que toutes les autres n'ont pas eu d'excellentes nouvelles aussi en cours de route, mais juste pour donner la toute dernière, c'est la signature d'un partenariat entre l'une des startups du portefeuille et le ministère de l'Industrie, comme étant la passerelle justement entre le ministère du Commerce et des petits épiciers. Petits épiciers, il y a des petits et des grands et des moyens, donc et les épiciers justement qui représentent 75 à 80% de l'économie FMCG au Maroc. Donc ça, c'est une vraie fierté pour nous et donc c'était une très bonne nouvelle. On est super fiers des 2 cofondateurs. C'est une start-up Voilà. MRTB, ça. Oui, Oh. elle se reconnaîtra. Et par contre, tu nous as fait la réaction quand tu as eu la mauvaise, mais Yes. on n'a pas vu la réaction avec la bonne. Bah, c'était un Comment tu as câlin, c'est réagi? un câlin, c'est C'est un un gros câlin? câlin, c'est un Ah gros ouais. câlin, c'est un gros câlin, oui, oui, souvent c'est ça. C'est un gros câlin à mes entrepreneurs parce que je pense que c'est la meilleure manière de dire, enfin, de partager aussi ce moment et de manière authentique, encore une fois, en fait. Et c'est comme si tu apprends une bonne nouvelle qu'un ami ou qu'un membre de ta famille te partage. Donc, je trouve que c'est la manière la plus naturelle et juste d'exprimer justement ce moment de bonheur. Voilà. C'est beau ça, Rita. Tu me rappelles le mouvement Free Hug. Free hug, bah oui, toujours. Moi, j'ai toujours des free hugs à donner. C'est génial, c'est Toutes les bon à personnes qui savoir. me connaissent le savent. C'est bon à savoir. Yes. Et Et donc alors? pour le Oui? challenge, enfin c'est un challenge ou C'est c'est ce que tu veux, c'est un défi que tu lances à nos bah, entrepreneurs. forcément, bah, j'aimerais bien plus tard revenir sur les commentaires ou comment voir en direct l'idée la plus folle d'entrepreneuriat que vous avez eue. Donc ça, moi j'aimerais bien, voilà, même si c'était pas forcément une idée concrète, mais la plus folle que vous ayez eue jusqu'ici. Voilà. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire en commentaire. Vous n'hésitez pas à mettre la plus folle des idées qui pourraient vous être tombées sur la tête. J'espère qu'elle vous a pas assommé en tout cas. Donc avec ça, Rita, on arrive à la fin de notre épisode. Yes. Je te remercie énormément encore une fois. Ça a été un moment inoubliable et Pareil. extraordinaire avec toi. J'ai pas vu passer le temps. Bah, Franchement, j'ai pareil. même oublié qu'il y avait des caméras, tout ça. J'ai l'impression d'être au Moi café en aussi, train de ouais, ouais, discuter avec j'ai pas toi. trop regardé à droite, donc c'est la preuve que j'étais aussi à l'aise. Bah, écoute, ça fait Merci plaisir. Yasma. Un dernier mot, un conseil, des remarques pour nos auditeurs et téléspectateurs, une conclusion, un mot de la fin. Ouais, bah, écoute, conclusion toujours liée à l'entrepreneuriat, à l'impact, à l'écosystème. C'est, je pense que de beaux jours nous attendent dans cet écosystème, pour plusieurs raisons et je les ai un peu citées tout à l'heure. Je pense qu'il y a un écosystème qui est en train de se mobiliser. Il y a, j'en parlais sur les différents types d'aides, qui interviennent sur les 3 cycles, aujourd'hui existants dans l'écosystème. On n'a pas encore de série B, mais on en voit 1 ou 2 qui vont peut-être, y arriver dans 2-3 ans si tout va bien. On a également, un écosystème, de financement, enfin de venture capital qui est en train de continuer à émerger, notamment sur les acteurs qui sont présents, et qui sont de plus en plus privés, qui commencent à intervenir. Donc on n'a plus forcément que des initiatives qui sont, suivies par, des LP internationaux, des DFI. On commence à avoir des corporates qui s'engagent auprès, d'entrepreneurs. Bien sûr, pas forcément enfin, sans impact business pour eux, mais et c'est important que ça soit dans les 2 sens. On a également donc le fonds Mohamed VI, qui a sélectionné un certain nombre de fonds de venture capital, pour pouvoir, continuer à supporter l'écosystème sur les 3 stages, donc du Pre-seed à la série A, ce qui va donner beaucoup de souffle, à l'écosystème. On espère qu'il y aura autant de deal flow pour pouvoir absorber justement ce flux. Donc ne vous dites pas qu'il n'y a pas de financement au Maroc, il y en aura un peu plus que nécessaire. Donc commencez à entreprendre, il y aura assez voilà, d'investisseurs, d'ici 2026 si vous avez si vous checkez en fait les bonnes,
les bons éléments pour pouvoir attirer justement ces investisseurs. Et troisièmement, c'est que justement, le fait d'avoir ces fonds d'investissement qui ont été sélectionnés par le fonds Mohamed VI, ces fonds ne sont pas que locaux. On aura également une majorité qui seront internationaux. Et donc, ce qui permet de ramener aussi du know-how. Donc, certains ont déjà eu dans leur portefeuille des boîtes qu'ils ont pu accompagner du précide et qui sont aujourd'hui en série A ou en growth stage, peut-être dans des industries que vous voulez lancer à peine aujourd'hui. Donc, vous aurez la possibilité d'avoir auprès de vous des investisseurs qui ont su accompagner ces startups-là vers ces stages et aussi vous aider à l'internationalisation. Donc voilà, de belles choses arrivent. Donc tout ça pour vous dire, n'hésitez pas à entreprendre. Il y a le bon écosystème pour vous. Il y a aujourd'hui The Forge, qui est un programme que j'adore parce que c'est exactement ce dont les entrepreneurs en early stage ont besoin. Un environnement sain et serein qui vous permet d'évoluer avec la capacité de trouver les bons cofondateurs et le bon écosystème. Et de plus en plus de programmes adaptés exactement aux besoins locaux. Donc voilà, pourquoi je dis de bons jours vous attendent. Et puis j'espère pouvoir être là à travers Calice et à travers d'autres initiatives pour vous accompagner dans ces aventures. Voilà. Rita, je te remercie énormément. Je te remercierai pas assez pour ce mot de la fin Mhm, parce que tu m'as permis, mhm. en fait, en préparant l'épisode, j'avais une question à te poser. Ouais. Et de fil en aiguille, dans la discussion, j'ai zappé de te la poser et j'allais partir sans te la poser et j'allais m'en vouloir. Sauf que tu y as Tu aurais pu répondu. m'appeler Tu vois, après. mais nos téléspectateurs et nos auditeurs auraient raté cette réponse. J'allais te demander justement en tant que fonds d'investissement, en tant qu'entrepreneur, Mhm, et vu ton parcours, tu as eu l'occasion d'accompagner et de voir évoluer et grandir mm. l'écosystème entrepreneurial et plus particulièrement l'écosystème tech et start-up, aussi bien marocain qu'international. Et j'aurais bien aimé avoir un mot sur ton avis sur cette évolution et sur l'état actuel des choses. Tu as fait un petit clin d'œil à ça là, mais ça sera peut-être le dernier mot. J'espère ne pas me répéter. Mhm. Parce que je disais tout à l'heure que l'écosystème a beaucoup évolué. Il a d'ailleurs, en fait, quand on voit les premières initiatives, en fait, c'est vrai que le premier fonds MNF avait vu le jour vers 2011-2012, je pense. Puis ensuite, les autres initiatives, on a eu 2 autres fonds qui se sont créés vers 2015-2016. Et puis, on a eu une vague de 5 fonds qui ont été créés en 2019. On n'en faisait pas partie. Puis après 2021, on en a vu 4 qui étaient plutôt privés, donc dont nous, avec Utamax et 2 autres initiatives. Donc l'écosystème, il est récent en fait. Si on veut voir la vraie vague qui a évolué, c'était plutôt en 2019. Donc 2019, on arrive, on décide de créer des fonds et on décide de créer des initiatives en parallèle, donc d'incubation. Donc c'est là où j'étais justement passée avec ma start-up à l'époque en incubation, qui n'était pas du tout alignée ou adaptée avec ce qu'on pouvait voir à l'international. Donc malheureusement, à l'époque, on avait dans des programmes d'incubation des personnes qui venaient du monde de la PME, pas forcément de la start-up. On n'avait pas encore de rôle modèle qui pouvait démontrer comment on a pu passer ou faire passer un projet du point A au point B. On n'avait pas forcément les compétences locales sur qu'est-ce qu'un product owner, des experts UX UI, des acteurs qui font du growth hacking. C'est des notions Nouvelle, qui n'étaient pas émergente. existantes en fait à l'époque au Maroc et qu'on a dû en fait importer petit à petit de l'étranger avec des programmes qui ont su ramener des compétences, que ce soit 212 à travers InSkip ou même ici, l'UM6P à travers Plug and Play. Donc on a pu ramener un peu ces compétences-là pour créer l'écosystème et créer les premières startups qui pouvaient correspondre à ce qu'on pouvait attendre en tant qu'investisseur. Donc ça, c'était sur le premier cycle de vie et ce que j'appelle moi le cycle d'apprentissage et de lancement. Et c'était un apprentissage pour tout le monde parce que même sur des sujets réglementaires, notamment par rapport à l'office d'échange, sur la possibilité des entrepreneurs Transparent devise. à créer leurs entités à l'étranger, c'était problématique. Alors que parfois, C'est nécessaire. justement, c'est nécessaire parce que les premiers business angels qui avaient la maturité de comprendre cette aversion au risque, de pouvoir investir très tôt dans des boîtes, n'étaient pas encore assez matures au Maroc. Donc, on avait encore le concept, enfin, ce qu'on appelle mouchkara, comme on dit, tu vois. Donc, Oui, je vois. celui qui va mettre 1 million de dirhams, qui va te demander 50% de ta boîte. Et ça, en fait, de prime abord, ça tue justement la start-up dès qu'elle va rencontrer un fonds de VC au niveau de sa cap table.
Donc sur ces sujets-là, on a aussi, gagné en maturité. Aujourd'hui, on peut créer, sa holding à l'étranger en tant que start-up tant qu'on a le label, jeune entreprise innovante sans passer par l'office d'échange. Donc il y a eu beaucoup de facilités qui ont été faites, mais c'est des ajustements qui ont été apportés Au fur et par à mesure. ces feedbacks qui ont été faits par le marché. Je trouve que les régulateurs, que ce soit au niveau de l'AMIC, au niveau Très réactif. de l'office d'échange ou d'autres acteurs au niveau Telecom, ont été super bons là-dessus, en fait. Ils ont été réceptifs, ils ont ajusté, les besoins du marché. Même la vision Maroc Digital 2030, bon, elle a ses points positifs et ses points un peu moins positifs, mais je pense qu'il y a Oui, beaucoup à y a à apprendre, prendre, oui. en fait, sur les objectifs qui ont été lancés, sur les bourses de vie, qui ont été prévues et des choses, en fait, qui, vont dans le sens du besoin de l'écosystème. Donc l'évolution, pour moi, elle est là. Elle se reflète aussi dans la qualité des startups. Je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, les boîtes qu'on rencontrait, en 2021 au lancement du fonds n'ont rien à voir avec celles qu'on rencontre, Aujourd'hui. aujourd'hui. Donc historiquement, sur, les 7 boîtes dans lesquelles on a investi, une minorité au Maroc et une majorité à l'étranger. Je pense que si on avait, lancé ce même fonds aujourd'hui, on aurait peut-être fait un peu plus de Maroc qu'à l'étranger parce qu'on sent que le marché est un peu plus mature, que les opportunités sont beaucoup plus ajustées avec, ce qu'on attend et ce qu'attendent des investisseurs, C'est magnifique. internationaux et ça se sent, je le disais, sur les tickets, aujourd'hui, en 2019, les tickets en pré-seed ne dépassaient pas 2 millions de dirhams. Aujourd'hui, pré-seed, on est entre 5 et 10 millions de dirhams. Quand même. Seed, on était, historiquement sur du 5 millions de dirhams. Aujourd'hui, on est, en moyenne autour de 15-20 millions de dirhams. Série A, on n'en avait même pas. Aujourd'hui, l'année dernière, on a eu 5 boîtes en série A. Donc ces indicateurs montrent quand même que le marché fait un peu plus confiance, à cet écosystème-là, que les investisseurs, autres, les fonds de venture capital, commencent à croire en cette nouvelle, type d'actif, ce nouveau type d'actif, pardon et donc ce qui va permettre à l'écosystème de continuer à grandir et je suis super, optimiste par rapport aux 2-3 prochaines années. Voilà. C'est magnifique. Merci beaucoup, Rita. Tu vois, Je on t'en allait prie. rater toute la richesse de cette partie. Je te Merci remercie Asma. et je te remercie pour nos téléspectateurs et nos auditeurs qui savent maintenant ce qu'il leur reste à faire s'ils veulent toucher un Yes. fonds d'investissement. Merci encore une fois Merci d'avoir Asma. accepté notre invitation. Merci pour la richesse de cet échange et sa qualité indéniable, hein, on va dire. Et Merci puis, Asma. tu vois, j'ai envie de dire au revoir, mais j'ai pas envie, tu vois, C'est il faut qu'on dire au prendra revoir. on continue le Au bout café d'un juste moment, il après faut si bien tu dire au veux. revoir. Yes, Je te bah remercie écoute avec encore une plaisir. fois et Merci à très Asma. bientôt. À très vite, yes. À vous, je dis à très bientôt pour un prochain épisode également et n'hésitez pas à répondre en commentaire aux défis de Rita et également aux choses que vous voudriez partager avec nous. À très bientôt. Au revoir.